Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 26 février 2026, le podcast des super champions d'Europe, le podcast des huitièmes de finalistes puisque les Parisiens sont encore en vie. Ce ne fut pas glorieux, ce fut peut-être même un peu pénible. On va débriefer tout ça pendant, je pense au moins une bonne heure et voire 2 bonnes heures comme d'habitude. On a un mini thème tirage au sort pour finir. On dira un peu qu'est-ce qu'on préfère, tout ça, mais bon. On est quatre en tout cas ce soir, l'équipe est au complet. Mathieu est de retour. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, il faut savoir que Mathieu a subi Monaco PSG puis Juve Galatasaray dans la foulée. Autant dire que je suis pas sûr que la nuit a été très bonne, mais c'est comme ça. Normalement, Daryl est là aussi. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, et le dernier c'est Blaise ce soir. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir le live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Je vais remercier les subbers parce qu'il y en a déjà eu. Merci à Elwood64, à Roger AA et à Umberto Coelho pour les subs qui viennent de tomber en début d'émission. On attaque donc tout de suite sur ce Monaco PSG. Je me permets de vous rappeler les buteurs. C'était donc le barrage retour de la Ligue des Champions puisque le PSG ne sait pas faire simple et ne sait pas se qualifier par le top 8. Il a été pratiquement toute la campagne dans le top 8, mais il s'est dit au dernier match que ça c'est trop facile. Buteur, ouverture du score de Marnes Akliouche à la 45e sur une passe décisive du dénommé Koulibaly que tout le monde a appris à connaître. Égalisation de Marquinhos à la 60e sur une passe décisive de Désiré Doué. 2-1, but de Gvara à la 66e, pardon. Et enfin, égalisation de Jordan Tézé à la 91e sur une passe décisive. Bon, on sait pas trop de qui, puisqu'il y a un centre de Adingra qui est dévié par Pacho. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien Jordan Tézé qui marque. On nous dit le pouls du match, ça va être vite vu. Et autre remarque très fine, le retour du slip sale, ça manquait pas. Avant qu'on fasse le pouls du match, messieurs, je vais vous proposer de qualifier ce match avec un article. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant, ce match? Est-ce que vous trouvez ça décevant? Est-ce que vous trouvez ça logique? Qui veut commencer? Je peux commencer. Hein. Moi, je suis entre le décevant et le logique malgré tout. Daryl, je veux bien ton avis. Ouais, je serais plus sur le décevant, D'accord. mais je dirais plus entre décevant et inquiétant. D'accord. Sur le live, on a du logique, décevant mais logique, logique. Oh, donc vous êtes dur avec le PSG quand même. Mathieu ou Blaise, en un mot alors? Oui, il n'y a aucun des deux qui veut parler, donc c'est formidable. Sur le live, on me dit... Oui, Mathieu, vas-y. Je sais pas en fait comment me positionner. Je te fais une réponse que tu attendais pas. C'est difficile vraiment de te positionner là-dedans. Il y a sans doute un peu les trois parce que on était un peu à espérer que la saison de PSG décolle, mais je pense qu'à ce stade de la saison, il faut se faire un peu une raison et comprendre les conditions dans lesquelles on la joue et tu Ouais. pourras avoir certains pics comme on avait vu face à l'OM par exemple. Mais je pense qu'il faut se faire une raison à ce niveau-là et comprendre qu'on va avoir aussi d'autres matchs beaucoup plus laborieux. Et en Ligue des Champions, faut passer les tours. Donc, une bonne chose de faite, je dirais. D'accord. Donc Mathieu a répondu de façon totalement différente. Heureusement que c'est le plus ancien du podcast avec moi, sinon je disais tu te fous de ma gueule. Je respecte pas du tout les consignes. Hein, Je peux autant vous dire les consignes de vote, Mathieu, il connaît tu peux me pas. sortir à mi-temps. Blaise, pour finir ce petit tour de table, comment on qualifie ce match? Plutôt de logique pour moi. Ok. Je dois avouer que ouais, j'ai voulu croire à un rebond par rapport à l'adversaire et même par rapport à ce que l'équipe pouvait en Ligue 1 parfois montrer. Mais dans la globalité, et tu l'as aussi un petit peu dit, ouais, c'est plutôt logique. Très bien. Donc on a du logique, du Daryl qui va être un peu plus dur entre décevant et inquiétant, Mathieu qui est dans son monde et Blaise qui est dans le logique. Il y a un peu de tout sur le live, on nous dit inquiétant, cramé physiquement, tout ça. On me dit je suis comme des oui, j'attendais rien mais je suis quand même déçu. Il y a effectivement un peu de ça. Mais c'est vrai que comme on me le fait remarquer, le PSG n'a jamais été en position d'être éliminé au cours de la rencontre. Tout au plus c'était prolongation, enfin tout au pire plutôt, mais pas éliminé. Daryl, je te laisse refaire un peu le pouls du match, comment la rencontre s'est déroulée. Tu fais ça au moins de 20 minutes, Ouais. s'il te plaît. Allez, à toi la On va place. essayer. Vas-y, je t'en prie. Ouais.
Non, bah, comme un peu attendu, je pense, ça a été un match très compliqué, hein, malgré l'avantage obtenu au match aller, malgré le fait de jouer ce retour au parc, le fait d'affronter une équipe de notre championnat, même si elle est inférieure sur le papier, bah, c'est toujours un petit peu piégeux parce que c'est des adversaires qui nous connaissent mieux que les autres. Et là, bon, bah, on a clairement bien souffert, hein, avec déjà une première mi-temps qui a été vraiment, vraiment très galère, hein, un plan de jeu parfaitement maîtrisé par Monaco. Avec ce changement de système dont on avait discuté et qu'on avait évoqué, moi personnellement, je les voyais plutôt rester comme ils avaient fait à l'aller, donc à 4 derrière, mais ils sont passés à 3, plus en 3-5-2 d'ailleurs qu'en 3-4-3. Ouais. Et ça nous a vraiment beaucoup gênés parce qu'ils ont mis une énorme intensité, ils nous ont pressé vraiment très fort, ils nous ont jamais vraiment laissé respirer. Et on a senti un milieu parisien qui était vraiment en suffocation, quoi. Jamais vraiment on a eu cette première mi-temps. En tout cas, dans les 25 premières minutes, je dirais 25-30 premières minutes de la première mi-temps, on n'a jamais vraiment eu de séquence de jeu dans leur camp où on a réussi vraiment à les pousser à se retrancher. On recevait tout le temps le ballon dans des conditions un peu compliquées, dos au jeu, sans temps ni espace. Et alors que nous, de notre côté, bah, on n'arrivait pas à vraiment récupérer le ballon haut sur le terrain. D'ailleurs, les premières minutes, vraiment c'est le premier tiers de notre camp qui a été, enfin, notre camp qui a été le plus investi. C'est là où c'est le plus déroulé le jeu. On a subi une occasion très tôt de Koulibaly d'ailleurs, donc non très important Ah oui. dans cette rencontre. On s'en est bien sorti par chance. Derrière, il y a une tête de Kerrer qui a failli nous faire le coup de l'ex. On s'en sort aussi. Et puis, en fait, paradoxalement, c'est un peu quand on commence à un peu sortir la tête de l'eau et à être un peu plus menaçant, avec notamment cette occasion de Barcola, qu'on encaisse le premier but. Donc là, voilà, les compteurs sont remis à zéro juste avant la mi-temps. Alors, dans l'ensemble de la mi-temps, je dirais que c'était quand même plutôt logique, Oui, oui, oui. tant on avait été mis en difficulté par Monaco. En fait, c'est pas tant qu'on a Mais été, si je peux me permettre, Daryl, c'est pas tant qu'on a été mis en difficulté, parce que Monaco a 2 occasions et demie en comptant la tête de Kerrer, mais c'est surtout que nous, on n'a rien produit, quoi. on n'a rien produit. On a quand même été vraiment beaucoup dans l'inconfort, quoi. Oui, oui, c'est ça. Il y a Mais peu je veux de dire, ballons dans la surface mais tu vois, de Monaco. Arsenal en 8 minutes de jeu en On prend pas de vague, demi-finale, ouais. voilà, en 8 minutes de Ah jeu, oui, Arsenal a oui. plus d'occasions que Monaco sur les 90 minutes. Alors, il marque pas parce Ouais, que, c'est sûr. voilà, mais je veux dire, Monaco a pas des dizaines d'occasions. D'ailleurs, en expected goals, Ah non, non, non. ils finissent à 1,33, sachant que Jordan Ouais, TZ, ouais. ça doit être 0,50, quoi. Vas-y, je t'en prie, reprends Mais ils sont ta en deuxième maîtrise. mi-temps. Mais Ouais, voilà, ils mais sont on en sentait que maîtrise, l'équipe voilà. en maîtrise Ouais, et l'équipe qui faisait le match qu'elle voulait faire, c'était Monaco, quoi. Donc totalement. voilà, voilà. Là, en deuxième mi-temps, ça commence bien mieux avec quelques petits ajustements, avec notamment Vitinha qui réussit à trouver un peu de quoi s'exprimer en prenant le poste de Nuno par moment. Donc ça allait un petit peu mieux. Et puis au quart d'heure, donc à la 60e minute, il y a ce carton rouge de Koulibaly où là, on sent que voilà, clairement, Monaco avait un plan qui était beaucoup fondé sur l'agressivité. Et malheureusement pour eux, il y a un joueur qui n'a pas su se contrôler parce qu'il enchaîne trois fautes trois grosses fautes en l'espace de 10 minutes, parce que avant même son premier jaune, il y a cette situation-là où il retient Nuno, Ouais. où c'est Vanderson finalement qui prend jaune parce qu'il dégage le ballon, mais Koulibaly méritait la même sanction. Donc il s'en était pas mal sorti, mais bon voilà, il a continué et puis donc finalement une sanction méritée qui a complètement chamboulé le match avec cette égalisation sur coup de pied arrêté qui arrive tout de suite. Et voilà, ce PSG qui a su en fait en l'espace de 10 minutes vraiment assurer un peu sa qualification. Voilà, le reste de la deuxième mi-temps est un peu anecdotique en fait. Il se passe rien, clairement, on joue plus vraiment au foot. Et on a failli être puni sur cette fin de rencontre, où alors même que Monaco n'y croyait plus, qu'ils avaient fait des changements, que Pocognoli avait sorti un peu ses meilleurs éléments, Bah, etc. il sort les Et trois que meilleurs, hein. nous-mêmes,
Ah oui, 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 Balogun, Akliouche, Zakaria, voilà, clairement, il n'y avait plus vraiment de menace, mais on a réussi à se mettre dans la difficulté tout seul. Et bon, bah voilà, vient ce moment où ce dernier coup de pied arrêté, là, où on tremble pas mal, mais ça passe pas. Et puis de toute façon, même si c'était passé, en vérité, ça aurait été des prolongations jouées en supériorité numérique, avec une équipe qui avait fait rentrer des joueurs bon, qui n'est pas forcément en mesure de trop nous inquiéter. Donc voilà, on saura jamais ce qui s'est passé, ce qui se serait passé. Tout comme d'ailleurs, on saura jamais comment le match aurait tourné si c'était déroulé à 11 contre 11. Mais en tout cas, c'est une qualif obtenue dans la douleur. C'est un peu le symbole de cette saison. Hein. Voilà, on en parle beaucoup du fait que c'est l'équipe de la résilience. Là, on est sur un fil depuis un moment, mais on n'est toujours pas tombé. Donc voilà, on verra jusqu'où ça peut aller comme ça, mais en tout cas, c'est un match ouais, vraiment très compliqué et qui montre. Enfin, je pense que Mathieu en a parlé. Là, c'est peut-être le moment de se faire un peu une raison sur ce qu'est le PSG cette saison. Parce que, mine de rien, sur les 6 dernières rencontres de Ligue des Champions, on en a gagné que 2, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas. Et deux, et c'est contre Tottenham et Monaco, qui n'étaient pas en plus des matchs particulièrement satisfaisants sur le plan collectif. Je C'est peux même plutôt dire des victoires qu'on une seule doit. victoire sur les 5 derniers matchs, hein, Daryl. Ouais, 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 une sur les 5 derniers, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, oui, j'ai été gentil, j'ai rajouté Tottenham T'as dans le lot. rajouté Tottenham, mais tu peux dire 5 face à Monaco, Sporting, Ouais, ouais, Newcastle et Bilbao. Donc, Ouais, oui, mais c'est c'est ça. Ouais. Donc bon. c'est pas bien glorieux, effectivement. Et puis Non. la victoire, on la doit surtout à l'explosion d'une individualité. Donc bon, voilà, on va voir hein, ce que va nous réserver le tirage. Mais ouais, là, on est dans le dur et il va falloir continuer à lutter pour survivre. Tiens, pas mal de réactions sur live et ça fait très plaisir. Et question que je me suis posée, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu sur le dernier coup franc que Woodface Ouais, je pense. Moi, ouais, ouais. j'ai mis pause, j'ai essayé de faire mes propres lignes. J'ai l'impression qu'il y a hors-jeu, mais Alors, bon, après, ça, on saura jamais. message pour le propriétaire de Daryl, il s'excuse d'avoir tiré des traits sur la télé, mais vous vous inquiétez pas, il va effacer tout. Merci déjà Daryl pour ce pouls du match, effectivement qui retrace bien un peu toutes les péripéties, notamment cette deuxième mi-temps un peu particulière. Pendant que tu parlais, je suis allé voir un peu ce que disait je sais pas comment ils appellent ça, vous savez que les barres, les diagrammes là, c'est un peu l'encéphalogramme de la rencontre. Et en fait, je vérifiais et dès le début de la deuxième mi-temps, le PSG est quand même beaucoup mieux rentré, revenu des vestiaires et a commencé à pousser quoi, parce que il me semble que c'est Canal ou Demi Carman qui dit à un moment ils ont touché, ils ont réussi plus de récupération haute en un quart d'heure que dans la mi-temps complète. Ce qui dit aussi que bon, la fameuse expulsion que Monaco nous rabâche depuis des jours, enfin pas des jours mais des heures, le momentum, ils appellent ça le momentum. Mais pour moi le momentum c'est pas pareil, c'est plus qui a le vent en poupe à ce moment-là. Bon, peu importe, vous voyez de quoi je parle en tout cas. Mais ce que je veux dire c'est que le PSG il fait vraiment pas une deuxième mi-temps pareil qu'à première. Et autant je trouve la première période vraiment très faible. En Ligue des Champions, honnêtement, je pense que c'est la plus mauvaise mi-temps du PSG depuis celle à Newcastle. En Ligue des Champions, j'entends. Hein. Voilà. Autant la deuxième, dans le contenu, elle est bonne, quoi. Non, alors j'ai oublié celle contre le Bayern. La Ouais, première mi-temps contre le Bayern, on se fait ouais, détruire. Ouais. voilà. Mais c'est une très bonne équipe en face. Là, c'est pas enfin, c'est une bonne équipe, hein, ce Monaco. Je pense que, à mon avis, ils seront pas loin de la Ligue des Champions à la fin de la saison sur ce qui reste. Mais même avant l'expulsion, le PSG a déjà repris le match en main. Hein. Keun commence à avoir des occasions, Monaco touche plus une bille. Il faut quand même aussi un truc, je trouve qu'il fausse un peu l'analyse peut-être, c'est que j'ai un peu l'impression que Monaco a joué en sur-régime la première période. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils Oui, se sont mis dans une il y situation a où un peu de ça. ils se sont dit, on va démarrer très fort, on va marquer, on va essayer de marquer, et à partir du moment où on est devant au score, il y a égalité sur les deux matchs. On peut faire un match de traînard où on n'est pas loin. On met le deuxième sur un contre ou sur un coup de chance. Et là, on se retrouve en très très bonne position. Et en fait,
Bah, le truc, c'est que ça s'est vraiment beaucoup vu dès le début de la seconde mi-temps qu'il y avait plus grand chose dans le moteur, quoi. Et déjà, sur la fin de sur le dernier quart d'heure de la première période, ils marquent, mais je trouve que Monaco était un peu en train de perdre un peu la mainmise qu'ils avaient sur le match malgré tout. Et donc, bon, ils pourront toujours se dire, ouais, si on avait continué à 11, on n'aurait pas perdu l'aller, on n'aurait pas perdu le retour. Bon, la réalité, c'est qu'à l'aller à 2-2, on était déjà revenu, on était revenu à 11 contre 11, et au retour, ils sont déjà à l'agonie parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes, que le malheureux Koulibaly, il peut prendre 3 jaunes en moins de 10 minutes, il en a pris que 2. Bon, je suis un peu perplexe sur leur façon de voir le match, mais il faut reconnaître qu'ils nous ont beaucoup, beaucoup gênés en première période. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais tu as mentionné la partie physique, mais le fait, en Ligue des Champions, je pense que ça joue beaucoup, c'est le score cumulé sur les deux Ouais, matchs. Ça a une influence énorme sur la façon de jouer et l'attitude globale des équipes. Et je trouve que ça s'est beaucoup vu sur la double confrontation, notamment sur les différents moments de ce match retour. Sans rentrer dans les détails et en répétant ce qu'a dit Daryl, euh, le PSG arrive avec ce match aller ce match retour, pardon, sans avoir tué le match aller. C'est-à-dire que tu as seulement un seul but d'avance et tu sais qu'en Ligue des Champions, c'est entre guillemets le pire résultat parce que ouais, tu sais pas quelle peut être l'approche au retour. C'est quand même globalement assez confortable pour l'adversaire. Il n'y a pas non plus à se jeter, voilà, jeter toutes ses forces dans la bataille. Il peut faire un match beaucoup plus intelligent et Monaco l'a fait sur ce début de match. Je pense que en termes d'organisation défensive et notamment au pressing, c'était quand même très bien rodé de leur part. Avec des parties pris qui étaient assez clairs quoi, par rapport à la ligne de 3 avec laquelle Paris relance. Donc Marquinhos, Pacho et Mendes. Pacho était souvent laissé libre d'avancer. Et tu avais Balogun sur Marquinhos et Akliouche sur Mendes. Pacho en général prenait pas vraiment l'initiative d'avancer ou de tenter une passe plus difficile vers le cœur du jeu qui de toute façon était bien pris par les milieux, leurs trois milieux leurs trois milieux pardon, sur nos trois milieux. Donc ça déclenchait une passe en général latérale vers Marquinhos ou vers Nuno Mendes. Et à partir de là, Monaco montait. Et on avait toutes les peines du monde pour sortir de notre premier tiers du terrain. Et comme disait Daryl au tout début, le jeu sur la première demi-heure, une grosse partie de la première mi-temps, s'est déroulé dans le camp parisien, dans le premier tiers du terrain, avec beaucoup de difficultés à passer du premier tiers au deuxième tiers du terrain, parce qu'on n'arrivait pas à sortir du pressing de Monaco qui déclenchait à chaque passe latérale ou à chaque passe en retrait. Et il y a eu en plus quelques scories sur le plan technique avec quelques passes mal ajustées. J'ai en tête notamment Joao Neves en début de match qui en a raté 2 ou 3 de passes qui sont d'habitude dans ses cordes. Il a rendu des ballons et ça a pu donner des ballons de récupération à l'ASM. Après, effectivement, comme tu l'as dit, sans doute sur l'effet du physique, mais aussi l'effet du score. À 1-0, bah forcément, c'est plus difficile à gérer pour eux parce que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller chercher le deuxième ou est-ce que tu attends plus derrière en disant que c'est déjà pas mal, tu as déjà recollé? Bah, Paris, sur le début de deuxième mi-temps, était dans le dernier tiers monégasque, a pu jouer beaucoup plus proche du but adverse et les contraindre à des fautes ou à des coups francs ou à ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'apparaît le carton rouge, c'est comme ça qu'apparaît ensuite le but du 1 partout et du 2-1. Donc, et une fois passé à 2-1, une fois que la qualification est virtuellement en poche, ben, à nouveau l'influence du score avec le PSG qui s'arrête un peu de jouer et qui fait Luis Enrique aussi qui fait ses changements, qui fait tourner assez largement également. En face aussi, côté Monaco, ça l'avait fait, mais côté parisien, une nouvelle fois, des changements pour gérer les temps de jeu. Et voilà, quelques gestes de trop sur le plan technique. Je pensais à Ali qui donne le deuxième but, sur l'action qui donne le deuxième but de Monaco. Évidemment, la perte de balle de Gvara à la fin qui aurait pu donner une égalisation improbable de Whitfest. Donc voilà, à chaque fois, vraiment, je trouve que les différents points du match sont quand même très influencés par le score intermédiaire, le score cumulé sur les deux matchs et l'attitude des deux équipes qui en a pas mal découlé. Mais après, ouais, sur le ressenti de la rencontre, il est forcément négatif côté PSG. bah oui. La première mi-temps, elle est très délicate dans le jeu pour vraiment voilà, passer la première ligne de pression et ensuite créer du danger. Et à la fin de match, fallait quand même le faire pour pas gagner, alors que tu es mené 2-1 et que l'adversaire était réduit à 10 et que Monaco avait sorti ses meilleurs joueurs. Mais bon. Au final, tu passes. C'est un tour de passé. On aurait pu se faire éliminer en 16e alors qu'on était virtuellement qualifié en 8e déjà à la 5e journée.
Pour revenir sur une stat, on a gagné un seul de nos 5 derniers matchs en Ligue des Champions, mais on avait gagné 4 des 5 premiers. Donc Ouais. tu vois quand même la différence, alors que les 5 premiers, on les avait joués avec des équipes parfois beaucoup plus alternatives que celles qu'on a alignées hier, où tu avais 8 des 10 joueurs de champ qui ont joué la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà, tu passes un tour et on va voir le suivant maintenant, Chelsea ou Barcelone. Un grand retour des classiques européens pour le PSG, puisque c'est 2 des 3 équipes qu'on a le plus joué sur le plan européen, quasiment depuis le rachat de QSI. Donc ça va être intéressant à jouer avec le match retour à l'extérieur. Complètement une autre histoire et on verra ce qui en sort. Ouais, et puis la troisième équipe, c'est le Bayern, je pense, qu'on a joué en novembre. Donc, Ou le Real peut-être, non? franchement, je pense qu'on a plus joué le Bayern que le Real. Le Alors Bayern. peut-être Chelsea est 4e du coup, mais Chelsea on les a tellement joués au tout début. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois le Real qu'on a joué tant que ça, le Real? Ah ouais, je pense on les a rejoués au moins 4 fois Pas aller-retour. mal de fois, hein. Parce Ouais. que 2 fois en poule et 2 Ah fois oui, c'est vrai qu'on les joue 2 fois en poule. élimination. J'avais eu une fois en poule Ouais. en tête. Il y a 2015, 2019. On les rejoue 2022, et puis c'est tout, non? Ou il manque un Non, mini? et sous Emery aussi. Ah oui, c'est vrai, 2018. Mm. Ouais, non, t'as raison, on les joue 8 fois au total. Mais Bayern, on les a joués. Chelsea, Bayern. Chelsea, on les a aussi joués Coupe du Monde des clubs. Bon, ça, faudrait faire les chiffres. Chelsea, on les a enchaînés, en fait. Ouais, c'est C'était il ça. y a un On a moment 3 où on fois les jouait d'affilée. chaque année, quoi. 3 ans d'affilée, ouais, sous Blanc. Ouais. Et puis, ouais, avec Lolo White, et après, on les a joués Coupe du Monde des clubs, et c'est tout, on les a pas rejoués depuis, je crois, effectivement. Donc, ouais, Chelsea, on a du moins les jouer que le Real. Et le Bayern, eux, je sais pas combien de fois on les a joués, c'est pareil, on se connaît par cœur, quoi. Donc voilà, Barça, pareil, on les a joués à toutes les époques, toutes les versions, remontada, on gagne là-bas, enfin bref, on verra. Blaise, on t'a pas du tout entendu sur le match en général, ou si tu veux attaquer même un peu, même si on a déjà bien attaqué l'analyse collective, un petit avis sur tout ça? Ouais, non, mais sur les difficultés, parce qu'on peut commencer, Mathieu a commencé à l'aborder, les difficultés parisiennes. C'est que dans cette première mi-temps, en fait, Mathieu a bien parlé de ce que Monaco faisait sur les 3 joueurs les plus bas sur le terrain, en dehors de Safonov, qui ont le ballon et qui sont amenés à amener les premières relances. Mais en fait, ce 1 pour 1, même si Pacho était un peu libre, bah, il était vraiment sur toutes les zones du terrain. Et en fait, on a vu que là où Monaco avait extrêmement bien préparé les joueurs à ce que le PSG allait proposer à la relance, surtout en ce moment où des positions arrière, on arrive assez souvent à se mettre en position favorable avec des buts qui sont venus comme ça. Bah, le jeu à 3, quand le ballon repartait sur les côtés, en fait, il était tout de suite annihilé parce que les Monégasques étaient plus vite sur le ballon et que soit ils obligeaient le joueur un petit peu responsabilisé de la relance dans l'inconfort. On l'a vu avec les pertes de balles d'Hakimi, les moments où en fait le Gvara qui essayait de se sortir du pressing revenait aider et il était obligé de reculer et de redonner derrière. Et même des Marquinhos, on l'a vu avoir très très peu de solutions les moments où il était touché. Ça a rendu cette première période en fait complètement difficile pour le PSG avec le ballon parce que ils étaient constamment dans la difficulté et dans l'obligation limite de le rendre. Et ça, c'est là où pour moi, le premier tournant entre guillemets de ce match, il s'est révélé. Et que j'ai rarement vu sur un temps aussi long le PSG ne pas avoir le ballon, ou en tout cas l'avoir quand il l'a uniquement dans ses 35 mètres. Et surtout, Monaco, en fait, ils étaient vraiment venus pour faire ce qu'ils faisaient et on le sentait, on a senti venir en fait l'incapacité du PSG à se défaire d'un plan qui, de la première à la 45e à minima, en fait était le même, alors que tu l'as dit, je crois que c'est toi Philo tout à l'heure, la composition d'équipe, elle avait parfois rien à voir avec des victoires en terre barcelonaise par exemple. C'était Mathieu, mais je suis d'accord. Ouais. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça me dérange pas d'être confondu avec le petit prince du podcast. Moi, il y a un truc on a beaucoup parlé justement des difficultés du PSG, et je trouve que ça devient récurrent, c'est que quand on a de plus en plus à affronter ce genre de dispositif adverse, marquage individuel,
Et le Bayern a été un peu dans la même organisation quand ils étaient venus. Alors attention, hein, il faut beaucoup de courage, il faut pas se louper. De mémoire, l'Atalanta avait tenté ça, ça s'était pas très très bien passé pour eux. Mais il y a quand même une vraie signature sur les difficultés du PSG, je trouve, sur ce genre d'adversaire qui ose venir très haut, ça c'est vrai, et qui en plus joue comme ça, du 1 contre 1 sur tout le terrain. Alors c'est là où ça devient vite compliqué pour eux si tu es dans un jour où tu as un minimum d'inspiration. Mais bon, c'est peut-être, je sais pas en fait à quel point c'est inquiétant ou à quel point Bah, c'est facile pour le PSG de renverser la situation, quoi. Voilà. je pense que les absences jouent pas mal dans ça, hein, notamment celle de Dembélé et Fabien Ruiz, parce que dans ce genre de plan, il y a la possibilité vraiment de les sanctionner assez durement avec des déplacements intelligents et dans les espaces, parce que là, quand il y a Woutfass, par exemple, qui joue avec en laissant je sais pas, 70 mètres dans son dos, ça, normalement, c'est des choses qu'on doit être en mesure de punir. Mais là, on n'a pas vraiment été en mesure de le faire. Mais je pense qu'avec des joueurs justement très intelligents dans leurs déplacements et qui apportent du liant comme Dembélé et Fabien Ruiz, ce genre de choses doit être un peu plus simple pour nous de le réaliser, quoi. Je pense que sur le papier et sur aussi ce qu'a montré le PSG l'an dernier, c'est probablement l'équipe en Europe la mieux outillée pour se défaire de situations de pressing très intenses adverses. On a beaucoup de ressources pour s'en sortir. Après, ça dépend aussi des états de forme et des présences. C'est une Ah, évidence. ça, oui. Euh, on peut s'en sortir de beaucoup de façons, hein. On a les ressources collectives, tous les mouvements et tous les déplacements, les permutations des joueurs. On a aussi les talents individuels les initiatives individuelles que certains peuvent prendre. Je pense notamment quand Nuno Mendes enclenche les 1-2 sur le côté, prend un appui sur sur l'ailier et ensuite il continue sa course. Ça, tu joues en marquage individuel. Si Nuno Mendes est bien dans un bon jour et que physiquement ça suit, tu peux pas le rattraper et ton pressing il vole complètement en éclat. Mm. Donc, ça pour dire que le PSG a quand même beaucoup de ressources pour sortir de ce type de plan. Après, sur le match d'hier, échec complet, hein, puisque sur une grosse première demi-heure, on va dire, le jeu il se passe dans notre camp. On a quand même le ballon, hein, on a je pense, une soixantaine de pourcents de possession, mais le jeu, c'est essentiellement entre Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha. Et on touche très bas les offensifs, très mal dans de mauvaises conditions. Et les ballons sont ensuite rendus à Monaco. Alors ça ne génère pas d'énormes occasions pour l'ASM. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le scénario d'un match gegenpressing à la Klopp, tu récupères haut et ensuite tu arrives à être très percutant de façon verticale. Ça n'a pas été le cas de Monaco hier. Et comme vous l'avez dit, les occasions ont quand même été assez limitées. Et en termes de nombre de tirs sur l'ensemble du match aussi, c'est assez réduit côté Monaco. Mais après, il t'en faut assez peu, hein, il suffit de quelques erreurs. Globalement, les deux buts qu'on prend sont largement évitables. Je pense que celui avant la pause, c'est pas un débordement de Zakaria sur le côté Oui, c'est de ça. mémoire. C'est ça, c'est ça. Donc, t'as quand même Zakaria, libéraux. Non mais un Zakaria. gros dépassement de fonction, on va dire. Ah bah là, il dépasse tout, hein, la fonction, le poste, tout, hein. Le mec a fini ailier droit, il est libéraux de sa défense à 3 quand même. Bon. Mais oui, non, ce qui est peut-être un peu frustrant, c'est que tu as des difficultés dans le jeu que tu cumules avec des erreurs sur le plan défensif sont quand même qu'il faut éviter à ce niveau de la compétition sur des matchs européens face à des équipes qui sont crédibles à ce niveau-là. Sur le premier but, je pense que Safonov, la claquette qu'il fait, elle n'est pas très convaincante. Juste avant, en première mi-temps, il y a l'énorme occasion où c'est Pacho qui dégage un peu dans le tas et se contrer. Et ensuite, Ouais, il se fait contrer, ça relance. Monaco réussit une combinaison de nos 16 mètres. Et évidemment, le dernier but dans les arrêts de jeu où Organ va. Donc je pense que c'est ça qui contribue à avoir encore plus une analyse négative du match. C'est que non seulement tu es en difficulté dans le jeu pour créer des occasions, en plus tu concèdes de très grosses occasions sur des erreurs qui ne sont pas permises à ce niveau. Donc c'est ça qui rend les choses sans doute négatives et qui explique le nombre de inquiétants et de décevants quand tu as fait ton mini-sondage Philo en début de podcast. Ouais, non, mais en fait, c'est marrant, c'est qu'une personne sur live, et je comprends, me dit, ouais, on fait moins peur, les autres sont au courant de nos difficultés. Attendez, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu. Je suis d'accord que les autres sont au courant de nos difficultés, mais
faut quand même réaliser que le PSG a été l'équipe la plus scoutée de 2025. On a été la sensation de l'Europe du football et même du monde du football. Tout le monde a reconnu la grandeur du jeu offensif parisien. Et donc tout le monde a étudié le jeu du PSG. Et c'est aussi au PSG de se réinventer dans ses circuits de passe, dans sa façon de jouer. Luis Enrique est toujours très confiant dans son équipe quand il lui dit bah ouais, demandez aux autres s'ils ont envie de nous jouer. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. C'est dur de jouer le PSG. Mais on est plus étudié, on est plus attendu. On est moins bon physiquement parce qu'on n'a pas eu de préparation d'avant-saison de par la Coupe du Monde des clubs. Forcément, la marge se réduit. Mais c'est comme ça, tu dois faire avec, tu dois trouver des solutions, tu dois travailler. Ça fait partie du football, se réinventer, retrouver des solutions, retrouver des connivences entre les joueurs, tout ça. Bon, Et ce qui peut rendre optimiste, il y a pour ceux qui sont complètement déprimés ce soir, le PSG a quand même montré, et je pense que cette saison, à de nombreuses occasions, tu avais largement d'autres ressources que le jeu. Tu sais t'en sortir même quand tu es en difficulté, en fait. Ouais. Donc, je veux bien parier contre cette équipe, mais je m'y risquerai peut-être pas à ce stade de la saison. On ne sait pas encore. Peut-être avant de les enterrer, même diminuer, même moins bien, parce que tu as des joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde à leur poste, parce que tu as des joueurs qui ont l'expérience de la compétition et qui l'ont gagné déjà l'an dernier. Ça s'est déjà vu, des équipes qui passent des tours en Ligue des Champions et qui vont même la gagner en étant guère convaincants, et les supporters en général, ça leur va très bien. Et à la fin, ils gueulent à la Madrid. Et à la fin, ils vont célébrer à Cibeles. Et à la fin, l'arbitre les aide aussi un petit peu quand vraiment ils sont en galère. On la connaît l'histoire, on l'a déjà vu ce film, Mathieu. Souvent, c'était nous dans le rôle du blaireau d'ailleurs. J'ai des souvenirs comme ça. Mais ouais, non, ce que je veux dire, le PSG ne peut pas être l'équipe qu'il a été l'an passé en fait. Parce que le PSG a été trop étudié, il a été trop scouté. On a vu des équipes qui ont apporté des réponses tactiques, que ce soit Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, que ce soit le Bayern en novembre. Il y a des équipes qui ont apporté des réponses tactiques, des réponses techniques, des réponses physiques à cette équipe qui n'est pas la même que l'an dernier. Donc c'est quelque part la quête de l'espoir de revoir le PSG de 2025, c'est un espoir qui n'existe pas en fait dans le fond. Faut arrêter cette idée. Mais après, il faut justement apprendre à gagner avec ce que tu as. Et il y a quand même de quoi faire malgré tout. Après, je pense qu'il y a des ajustements à faire par rapport au 11 de départ, par rapport à l'équipe que tu as actuellement. Par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont parlé du fait que le PSG avait pris 2 buts. Je suis d'accord que le PSG a pris 2 buts. Le PSG a pris 2 buts à l'aller, il en a pris 3 à Rennes. Mais au total, si tu regardes un moyen un peu plus comment dirais-je, extérieur que juste but ou pas but, en termes d'expected goals, le PSG n'est pas à la ramasse. Hier, on concède 1,33. À l'aller, on concède 1,19, sachant qu'il y a, comment il s'appelle, Balogun qui marque dans le but vide au bout de 40 secondes. C'est pas, même à Rennes, on concède 1,26, je crois. C'est pas des chiffres calamiteux. Si vous voulez, à titre de comparaison, le Real Madrid à domicile, hier, il concède de 1,99 expected goals à Benfica. Là, ça veut dire que tu as des dysfonctionnements vraiment systémiques importants. Le PSG défend, et d'ailleurs, Luis Enrique l'a redit, le PSG défend pas mal. Les chiffres du PSG sont mauvais en termes de buts encaissés, ils sont pas calamiteux en termes d'expected goals. Attention, je ne dis pas qu'on défend comme Arsenal, hein, mais en revanche, en termes de jeu offensif, on n'est pas non plus Arsenal. Moi, ce qui me choque un peu, par exemple, hier soir, c'est les difficultés en attaque placée sur la première mi-temps. Et ça, par contre, c'est quelque chose de récurrent, parce que ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on voit que des attaques placées. Aujourd'hui, une équipe, si elle veut nous gêner, il y a la façon de venir presser très haut, mais bah, faut l'assumer, il faut la tenir physiquement. Mais sinon, tu te places en bloc très bas, c'est compliqué pour nous. On voit qu'on manque de vitesse, on voit qu'on manque un peu de course. Et je pense que il y a une question de complémentarité qui se pose par rapport au choix que fait Luis Enrique, par rapport aux joueurs qu'il a à disposition. Et on n'en a pas parlé encore, mais le milieu Vitinha, Neves, Zaïre Emery, bah, on attend encore un match où on se dise que c'est une évidence. Il y en a 2 des 3 qui jouent trop de la même façon entre Neves et Zaïre Emery. Il y en a un qui doit se projeter dans la surface ou qui doit déformer le triangle. Et le triangle, il se déforme pas assez. Le jeu du PSG, d'un point de vue offensif, quand on est sur attaque placée, il doit y avoir des bouleversements de position, etc., etc. C'est là où Fabian est un joueur brillantissime qui comprend parfaitement les déplacements, ce dont le jeu a besoin, comment attaquer derrière la ligne de défense, tout ça, tout ça. Warren n'est pas à ce niveau-là. Joao n'a pas non plus ce jeu sans ballon. Et on voit peut-être pour ça que Mayolo jouait autant d'ailleurs. exactement. Voilà, même si
je, je l'ai déglingué en début de semaine sur Twitter, le pauvre. Je suis d'accord qu'il a un rôle vraiment important dans le jeu sans ballon et il comprend très bien les espaces où il faut aller, tout ça. Il n'a pas la maestria du petit prince capillaire de Séville, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, euh, il y a un problème au milieu du terrain quand on a le ballon pour le faire vivre, pour déplacer les blocs. Ça c'est un premier point qui me paraît assez évident. Et c'est en ce sens que le retour de Fabian va probablement faire beaucoup de bien. Mais devant, moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'au coup d'envoi, tu as 3 joueurs. Tu as Barcola, Doué, Gvara. Le seul qui joue à son poste préférentiel, c'est Barcola. Je regrette. C'est lequel le meilleur des 3? Bah, c'est pas Barcola. Si je suis dur, c'est même le moins bon des 3. Et ça me choque qu'on mette le plus possible dans le confort celui qui est le moins fort intrinsèquement. Savoir qu'on se retrouve avec Doué qui joue dans l'axe, bon, pourquoi pas. Mais on se retrouve surtout avec Vara qui joue à droite, alors que quand même Vara a montré un peu des choses en Ligue des Champions sur le côté gauche. Et celui-là, enfin, Maxime, si tu n'as déjà pas beaucoup de marge par rapport à l'an dernier, tu en as moins, j'ai envie de dire. Évidemment que tu as peut-être intérêt à maximiser tes forces en fait. Et c'est là où je trouve que Luis Enrique, en ce moment, vous regardez Carré, il parle pas beaucoup de football. Il parle de supporters, il parle de la résilience, il parle des pénaltys, et il agite du bruit autour de son équipe, mais il parle pas des problèmes de fond de son équipe. Et je pense que malheureusement, le fait qu'on n'arrive pas à trouver un trio complémentaire offensivement au milieu, qu'on n'arrive pas à trouver non plus un trio devant en termes de complémentarité, de tout ça. Bon. Je sais pas si ça vous a choqué, vous aussi, au bout d'un moment, le fait que on se retrouve un peu à bricoler à moitié devant. Moi, ça commence à être franchement pénible. Voilà, c'est un truc qui me, sur le match d'hier, plus que la partie défensive, les 2 buts encaissés, le scénario, parce que je pense qu'en fait, en ayant revu le match un peu tout aujourd'hui, le PSG a pas vraiment eu peur dans le fond. Le PSG, à partir de la mi-temps, il dit ouais, bon, en fait, on va aller la gérer la qualif. C'est nous, en tant que supporters, qui avons eu ce ressenti. Mais en revanche, je pense que cette équipe, elle a pas des problèmes mentaux. Là, elle en a pas du tout, mais elle a des vrais problèmes de football, je trouve. Oui, Blaise? Ouais, non, c'est un, c'est important que tu t'angles aussi sur cette analyse-là, parce qu'effectivement, en tout cas, pour revenir au tout début de ton propos et à la fin de l'intervention de Mathieu, c'est que dans les qualités de cette équipe-là, il y a toujours eu ce courage, cette résilience, en tout cas cette force peut-être même mentale d'aller chercher les choses. Et donc, je pense qu'on peut pas juste te dire: «Cette équipe, elle a trop gagné, les joueurs, ils ont plus faim». Et il faut aussi regarder la vérité en face, c'est que, comme tu l'as dit, footballistiquement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes peut-être de progression pour certains joueurs, parce que, Warren effectivement a retrouvé la confiance, mais sur ce qui peut l'intégrer dans cette équipe-là avec les autres titulaires, bah, à son poste préférentiel, il y a peut-être eu ce décalage-là avec les espoirs qu'on pouvait avoir. Et sur les attaques placées, on en avait même parlé lundi soir. On craignait, ça s'est avéré encore une fois vrai, c'est qu'effectivement, bah, pour les équipes adverses qui ont énormément scouté une équipe qui, de la bouche même de joueurs qui l'ont affronté, ils avaient jamais vu ça. Donc, aujourd'hui, ils ont bien analysé, bien compris. Effectivement, peut-être que tu peux pas encore priver totalement le PSG du ballon, mais ce que tu peux faire dans une surface réduite, c'est d'apporter les solutions pour ne pas être désarçonnés par des joueurs qui, même en marquant beaucoup de buts, bah, faut dire la vérité, ne marquent que très peu sur des centres et ne frappe pas de loin. Donc on a quand même, eu, beaucoup de qualités pour se sortir de ces 2 défauts-là que l'équipe peut avoir. Mais là, ça s'avère vrai que, bah, pour Monaco, et c'est paradoxal parce que c'est par ces 2 actions-là qu'on a pu marquer, mais en fait, le trop peu nombre d'occasions générées, bah, résulte aussi des habitudes de cette équipe qui, bah, par les profils des joueurs, par les qualités intrinsèques qu'ils ont, bah, ne sont, que trop rarement, des joueurs qui peuvent reprendre un centre, venu d'un latéral ou de l'ailier et qui, bah, quand ils sont à 25 mètres, hésitent beaucoup trop pour enchaîner par une frappe en dehors peut-être de Vitinha. Oui, il y a ce problème, effectivement.
Ah, j'ai cru qu'il y en avait un qui voulait parler. Oui, Mathieu, Daryl? Je sais pas, j'ai cru que le micro c'était ouvert. Euh, sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Est-ce que vous voulez... Oui, Mathieu, vas-y, pardon. Bah, pour aller dans l'optimisme, je voudrais quand même noter une chose qu'on refait depuis 3-4 matchs, les coups d'envoi directement en touche. Ça, c'est le grand retour. Ça faisait 6 mois qu'on le faisait plus. Donc là, on a le retour de l'un de nos meilleurs, de notre signature, et je pense qu'il y a peut-être une part comment dire, de superstition là-dedans, je sais pas. Mais on a ressorti les actions importantes. Alors, Ça marche plus du tout aussi bien qu'avant, hein, par contre, hein. Oh, je me souviens d'une ou deux fois, on l'a mis directement en sortie de but aussi. oui, Oui, Même à la alors grande, même à la grande époque. Donc, non, mais même quand on trouve une bonne touche, je veux dire, c'est pas le ballon revient quand même. Bah, soit l'adversaire le réussit à le conserver, soit et à se défaire de la pression, soit il revient assez vite dans notre camp, même si on l'a quoi. Mais avant, quand on faisait ça, on arrivait quand même quoi, à s'installer un petit peu dans le camp adverse dès le début quoi. Là, on voit plus vraiment ça. écoute, Daryl, Mathieu vient de te dire qu'il a regardé le tournoi Destination pour la première fois de sa vie. Tu vas pas l'emmerder à nous dire que ça marche pas, hein. T'as compris? Bientôt, il va nous vendre Nicolas Jauvert. quel Non. meilleur, Gonzalo Ramos ou Thomas Ramos, Nicolas? Ah, peut-être que Thomas Ramos peut tirer des pénaltys au PSG, je sais pas, on a des soucis pareil. Non mais par contre, pour parler de trucs aussi importants qu'il faut qu'on retrouve, faut écrire à qui chez Canal pour retrouver Sidney Govou là, parce que je peux vous dire que la campagne de Ligue des Champions, elle bascule autant quand on troque Habib Beye pour Sidney Govou que quand Gvara signe, hein. Il faut impérativement retrouver Sidney Govou pour les phases finales. Il n'y a pas d'autre solution. Notre marmotte, qu'est-ce que je vous dis? Notre oh là là, Mascotte. mascotte, merci Mathieu, j'ai trop de mal. Notre mascotte, c'était Sydney là. Et quand je sais à Munich dans le salle presse, quand j'ai vu prendre un bretzel, je fais c'est bon, elle est pour nous la Ligue des Champions, ça a pas loupé. Et ben voilà, c'était fait dans la minute. Non mais plus sérieusement, on lui a rien fait à Christophe Jallet, mais rendez-nous Sidney Govou et Paul Choucriel. Il y a que comme ça qu'on peut aller au bout, hein. Notre Sydney alcoolisé, écoutez, il boit ce qu'il veut, même s'il veut boire du Beaujolais nouveau pendant les matchs, je lui paye même ses bouteilles. Mais nous, les superstitieux, on veut Sydney Govou avec Paul Choucriel, et vous nous enlevez Christophe Jallet, je sais pas, il se débrouille, il retourne voir, comment il s'appelle l'autre là, L'an dernier, pour PSG-Brest, je crois me souvenir que c'était David Berger, hein. Et le Voilà, match aller, on l'avait joué à 18h45, je crois. c'est ça. Donc, bon, la Ligue des Champions n'avait pas encore commencé, donc on peut se dire que voilà, le match pour Monaco, ça compte pas encore vraiment. Voilà, donc vous allez nous Il ne renvoyer. connaissait pas encore les barrages. C'était la première Exactement. édition. Donc vous allez gentiment nous renvoyer Christophe Jallet avec Stéphane Guy ou François Marchal, hein, ils sont très gentils les deux, mais vous nous rendez Paul Choucriel et Sidney Govou, ce sera déjà un premier pas vers le back-to-back à Budapest, je peux vous l'assurer. Bon, pour parler de trucs un peu plus sérieux et un peu... Non, mais en tout cas, sur le trio offensif, c'est un vrai débat à avoir, puisque Oui, ah oui. c'était aussi le trio offensif qui avait joué face à Arsenal, le retour sans Dembélé. Mm. Et c'est au niveau des positionnements, c'est toujours, tu sens qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est compliqué, c'est pas naturel, on va dire, la répartition entre les trois. Tout à fait. Qui va dans l'axe, qui va à droite. En face à Arsenal, typiquement, je pense que Doué avait commencé dans l'axe de mémoire. Oui, Et et Barcola m'avait remplacé rapidement. voilà, au bout de 20 minutes. Euh, Mais à l'époque, tu vois, au Gvara bout de jouait 20 à minutes. gauche. Et je comprends pas pourquoi cette année, Luis Enrique s'entête à faire jouer Non, c'était Gvara. Gvara à gauche, non? Oui, Gvara joue à gauche. Et Oui, cette année, Gvara à gauche, pardon. oui, Oui, c'est oui, ça. ça. Et cette année, il joue à droite. Et ce que je comprends pas sur un match comme hier, encore une fois, pourquoi ta valeur. Le seul qui a un poste vraiment fixe des trois, c'est Gvara, c'est à gauche. Alors il l'a mis un peu à droite. Barcola, de par son jeu, tout dans les espaces, tout ça, pour moi, il serait peut-être même encore plus fort à droite qu'à gauche, puisqu'il dribble pas énormément en ce moment. Voilà, on me dit, je pense que Enrique veut forcer Gvara à apprendre à jouer à droite. Mon grand, c'est pas ce match-là que tu vas commencer à réussir. Alors, ok, Gvara, il a fait Gvara avait joué à droite face à Liverpool. Je ne sais pas si tu te Ouais, c'est souviens vrai. le match aller. Et Et contre Barcola à l'Atalanta. gauche et Dembélé dans l'axe. Mais Ouais. au retour, c'est le contraire déjà. Et d'ailleurs, après, il a plus jamais sorti Gvara du côté gauche, hein. À Aston Villa, Aston Villa, je me demande si Gvara joue pas à droite. D'ailleurs, il est nullissime. Il me semble que Gvara joue à droite à Aston Villa parce que c'est Barcola à gauche, je me souviens, sur le premier but. Ou le deuxième, je sais Oui, il plus. joue à droite. Voilà, c'est ça. Mais il est pas bon. Et d'ailleurs, Doué le rentre et lui fait mal, quoi.
C'était un plan anti Caio Henrique. Non, mais pour l'instant, c'est un plan anti-productif surtout, quoi. Donc, non, moi, j'avoue que cette question du positionnement des trois ailiers, alors Henrique en ce moment, il est insupportable à ce niveau-là. Il veut pas répondre aux questions de football globalement, parce que je pense qu'il sait qu'il va être en difficulté. Mais on aimerait bien des explications. Il va te dire, oh, il peut jouer par-ci, il peut jouer pareil à gauche, il peut jouer pareil à droite, machin. Le problème, il y a des matchs et ça fait pas beaucoup de matchs que Guevara est meilleur à droite qu'à gauche quand même. S'il n'y a pas une question de prolongation là-dedans, attendez. La prolongation de Barcola, s'il veut pas prolonger soi-disant parce qu'il joue pas les gros matchs, Barcola il fait partie des 4 joueurs de champ qui ont débuté tous les matchs de Ligue des Champions cette saison. Il y a lui, il y a Vitinha, il y a Nuno et il y a Pacho. C'est tout. Il n'y a que 4 joueurs, et attention, on parle de 4 mecs qui pèsent dans le vestiaire. Donc il est au même niveau que les 3 autres en termes de matchs joués en Ligue des Champions. Tous les gros matchs, il les a débutés. Tous. Donc la prolongation, surtout qu'il a pas mis un but de la campagne de Ligue des Champions quand même. Donc, flemme un peu quoi. Oui, excusez-moi. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect collectif peut-être? Ou non? Pas du tout. Non, mais toujours sur les offensifs, tu peux commencer le match avec un certain positionnement, une certaine répartition, et avoir plus de fluidité et plus de permutations entre les trois. Et c'est vrai que là, ça s'est quand même bien limité à Doué qui allait de temps en temps un peu vers la gauche pour combiner. T'as pas vraiment eu de changement entre Barcola et Guevara. Donc c'est sans doute ça qui rend aussi plus prévisible les choses. Et sachant que Barcola peut aussi t'apporter à droite, puisqu'il a capacité de prendre la profondeur directement. Oui. Il a la capacité aussi à sortir du pressing, parce que Barcola, je pense que quand il est collé à la ligne de touche, il a quand même cette capacité sur un contrôle orienté vers l'intérieur et ensuite une conduite de balle de bien soulager à ce niveau-là. Donc il a aussi ces qualités-là à mettre au service de l'équipe, y compris dans des matchs où tu es un peu plus en difficulté pour passer de ton camp au camp adverse et à la génération d'occasions. Donc c'est vrai que c'était un peu étonnant de voir ça, au-delà des positions de départ, de voir la rigidité dans l'absence de permutation aussi. Mais Ouais. bon, il doit y avoir une raison forcément. C'est comprendre moi que Luis Enrique veuille pas s'attarder sur des questions de foot. Honnêtement, il a jamais fait, même quand les résultats étaient de son côté, il reste toujours très très vague. C'est sa philosophie. Hein. Après, tu peux considérer que c'est pas la bonne, que c'est méprisant, etc. Mais il veut pas donner à manger aux journalistes, grosso modo. C'est ça, ouais. Et de la même façon qu'un Ancelotti répondait pas sur les questions foot non plus. Alors lui, il allait être un peu plus d'avenant et donner toujours la possibilité aux journalistes d'avoir voilà, le titre pour eux ou l'information pour eux, etc. Mais concrètement, en termes de foot, je pense que ce type d'entraîneur rentre pas dans de très grands détails. Mon avis personnel, c'est que en général, c'est les entraîneurs qui veulent vraiment trop prouver, qui veulent montrer comme ils gèrent vraiment trop bien l'aspect tactique, qui vont rentrer dans des explications fleuves. C'est en général souvent les entraîneurs un peu jeunes et inexpérimentés qui font ça. Les autres, je pense, restent assez prudents parce que tu veux pas non plus exposer les qualités et les défauts et tous les tenants et aboutissants de tes choix au niveau de certains joueurs publiquement devant la presse. Ça doit rester au niveau du staff. Donc forcément, si tu dois discuter de savoir pourquoi tu joues avec Barcola à gauche et Guevara à droite, tu vas devoir rentrer et tu veux vraiment rentrer dans les détails, tu vas devoir dire que Barcola fait mieux ceci et que Guevara fait moins bien ceci ou inversement. Il le dira C'est jamais. pas quelque chose que tu veux dire dans la presse. Quoi. Ouais. Non, deux remarques. Il y a quand même un moment où, début de deuxième mi-temps, où Barcola a l'air plutôt à gauche, dans l'axe, pardon, Guevara à gauche et Doué à droite. Ce qui veut dire qu'à la mi-temps, il y a peut-être eu aussi un début d'ajustement. Je trouve que ça, c'est un peu positif malgré tout. En tout cas, il y a une période du match où on voit clairement Barcola qui est plus à gauche, que c'est Guevara qui a pris le poste. Doué commence à plonger de plus en plus à droite et c'est Barco le plus axial. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Qui sont sur live, qu'est-ce que vous pensez de Lee qui est moins utilisé? Le problème de Lee, c'est qu'il fait des bonnes entrées et puis après il est titulaire et il est pas assez fort, tout simplement. Quoi. Je trouve que c'est dommage pour lui parce que s'il avait été meilleur lors des derniers matchs, le poste de relayeur gauche, il pouvait peut-être aller le cueillir en ce moment. Là, avec le retour de Ruiz et tout, je trouve qu'il a laissé passer sa chance, tout simplement. Et hier, ouais, ce qu'il fait sur le deuxième but, vas-y, c'est pas normal, quoi. C'est la deuxième fois hier, son entrée, en plus, même son entrée, justement, est pas bonne hier. Ouais, Donc, non, je suis d'accord. Et deuxième fois qu'il coûte un but comme ça, en se faisant prendre côté droit, et repartir contre et but à la fin. À Rennes, le troisième but, c'est déjà ça. Là, encore une fois ça. Et il me semble qu'au match aller, il y a un début de contre aussi, où comme ça, quelque part, il se coince
contre la ligne ou par là, il se fait prendre et le contre part. Bon, c'est comme ça. On nous dit Barcola en pointe alors qu'on veut du 9,5, ça sert à quoi? Après, faut pas oublier que Ah Barcola, il y a bah, des moments, il attaque la profondeur. Et bah oui, c'est ça. je pense que le PSG, à partir du moment où il joue haut sur le terrain, peut-être que tu as besoin aussi d'un joueur qui, comme ça, va t'attaquer un peu la profondeur pour perturber cette défense à 3 où il n'y a pas que des cracks. Hein. T'as Faes et Kirer sur les côtés, c'est quand même des joueurs qui sont prompts à faire des erreurs. Ça vaut peut-être le coup de les perturber en rajoutant beaucoup de mouvements axial. Oui, Blaise, C'est exactement excuse-moi. ça. C'est pour avoir le Pardon, vas-y, meilleur Daryl, joueur vas-y. capable d'attaquer la profondeur dans une position où il est le plus à même de le faire, quoi. Et d'un côté ou de l'autre. Ouais. Blaise voulait parler, mais le pauvre, je lui ai jamais laissé la parole, donc on t'écoute, Blaise, excuse-moi. Non, 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 t'inquiète pas. Je sais même plus pour la première fois que j'ai ouvert le micro. Mais après, pour parler du positionnement des attaquants, c'est marrant que vous posiez la question parce qu'au final, plus vous parliez, plus je me disais que depuis le début de la saison, c'était une question que je me posais même plus. Et c'est vrai que Mathieu et toi, vous l'avez bien dit, bah, au final, la prestation d'hier et pas que, montre que peut-être on a trop vite mis sous le tapis le fait que Gvara, en fait, là où il a été très bon et déterminant, c'était sur le côté gauche. Donc, euh, donc c'est vrai que ça interroge sur les volontés et pourquoi en fait Gvara lui est positionné à droite, parce que bah, dans les apports qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire Barcola, son poste préférentiel qui doit faire plus de différence, il faut admettre qu'en Ligue des Champions, en tous les cas, c'est très insuffisant. Ouais. Oui, non, tu peux pas. Enfin, t'as pas mis un but de la saison. Encore hier, t'as eu une belle occasion, bah tu touches la barre. Bon. Sur la double confrontation contre Monaco, Barcola, il peut marquer 3 buts sans trop forcer. C'est pas rien quand même. Donc bon, voilà quoi. On nous dit c'est sûr que c'est pour convaincre Barcola de prolonger. Alors là, je pense que ouais, pas à ce niveau-là, non. Il y a un moment, Non, non, mais enfin, Luis Enrique, il a envoyé des mecs à 40, 50, 90 millions d'euros sur le banc de touche. Je pense que Barcola qui ou en prolonge dehors ou du club. pas, ou même en dehors du club, que Barcola prolonge ou pas, c'est pas ce qui va faire fléchir le type sur ses compositions d'équipe. Hein. Ça, c'est un coup de truc, je refuse d'y croire. Vraiment, il y a eu des moments, des joueurs qui ont peut-être un peu moins joué tout ça, mais là, on parle de la Ligue des Champions. Il aime trop gagner, il fera pas ce genre de choses quand même. Il y a jusqu'à un certain niveau, je veux bien l'entendre. Par exemple sur des jeunes, tout ça, sur des matchs de championnat où ils vont moins jouer, tout ça. Sur la Ligue des Champions comme ça, un barrage retour, il joue pas à ça, je pense. Mais bon. La raison du coup, Gvara c'est côté gauche. La raison, c'est que bah il aime bien Barcola quand il lui permet de sortir, je pense, sous la pression côté gauche. Barcola est plus à l'aise à gauche. Gvara a aussi fait des bons matchs à droite. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il aime pas beaucoup Barcola à droite. Alors qu'il a fait des très bons trucs la première année quand bah, le Barça, PSG Barça, qu'on perd 3-2 à domicile. Barcola fait une super entrée à droite. Bon, c'est pas évident à comprendre. Vraiment, moi je sais qu'à Lyon, Barcola à droite c'était très bon aussi. On l'a vu quelques fois sur des matchs de Coupe de France comme ça. Mais je trouve que c'est un peu. C'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'à gauche, il y a Nuno. Bah, Barcola et Nuno, est-ce que ça marche pas mieux? Je sais pas. Peut-être que Barcola et Hakimi, ça marche pas du tout. Ça, c'est vrai. Alors que Gvara arrive à peu près à s'entendre avec Hakimi. On a fait le tour, je pense, sur l'analyse collective de cette rencontre. On passe au perf individuel. Euh, Attendez, avant qu'on passe au perf individuel, le temps que Daryl s'échauffe pour rentrer dans sa tenue de russe. Je voudrais remercier les subbers, merci à Monsieur Rhin, merci à JP Serine et merci à Strito89 qui a envoyé des subs pendant qu'on discutait effectivement de la performance collective. Daryl, tu veux faire un point Safonov? On me dit on en parle des relances par point de Safonov. Non, ça, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça, la relance. Non. Ouais, j'ai rien vu de particulièrement choquant, hein. Non, non, j'ai pas le souvenir. Alors c'est sûr que forcément quand t'es un petit peu dominé, en tout cas en difficulté, et que bah, le gardien demande à tout le monde d'avancer, la renvoie, et que bon, au final il trouve personne, c'est un petit peu frustrant, mais j'ai pas vu d'arrosage, quoi. Bon. Ouais.
Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. On dit toujours imprécis en relance longue. Mais le problème des relances longues, c'est qu'au PSG, On n'a pas vraiment de joueurs pour recevoir ces ballons, quoi. limite, il faudrait s'entraîner à tirer sur Barcola, qui est le plus grand, mais Barcola, il descend tellement sur le terrain que des fois, tu peux même pas le trouver en relance longue. Donc, voilà quoi. On nous dit les monégasques récupéraient vite, mais c'est pas la faute de la qualité de relance, c'est plutôt les joueurs de champ à réception. Moi, je suis d'accord, j'ai plutôt vu des mauvais contrôles que des Ouais. mauvaises passes, hein. Alors après, peut-être que c'est parce que Safonov envoyait des parpaings. Tiens, on me dit, tiens, je veux bien votre avis là-dessus, parce que tout à l'heure, Mathieu a dit quelque chose qui m'a un peu fait tiquer. Comment vous l'avez trouvé dans les airs, notamment au niveau du premier but de Monaco? Ah bah, Pour moi, ce premier sur, but, en sur le dehors premier du but, ce premier but, ça va, mais le premier but, oui, le pas premier but, c'est convaincant, je trouve. problématique. Ouais. Ouais. Oui. Sur D'accord. le reste, il y a pas grand-chose à dire, Ouais. mais sur le premier but, son espèce de pseudo-claquette, où il est là à reculons. Alors, je comprends un peu pourquoi il fait ce geste, parce que comme justement il est un peu en déséquilibre, peut-être qu'il a peur justement que le ballon lui échappe s'il essaye de l'attraper. Mais bon, son geste est un petit peu léger et derrière on prend le but. Alors il y a d'autres responsables, hein, mais c'est pas un geste très convaincant, ça c'est clair. D'accord. Elle a dégagé plus loin, vous, tu penses pas, sûr? Bah, Je trouve que c'est un peu un demi-geste, en fait. C'est-à-dire qu'il ouais, je il vois va ce que pas la vous voulez capter, dire il en va pas fait. vraiment la dégager, il va juste la mettre un peu. C'est un peu comme Marquinhos parfois va Il la couper la prolonge trajectoire. quoi. Enfin, Ouais. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a du monde dans la surface. ouais. Il veut pas faire n'importe quoi. Il se dit, on va prolonger comme ça, le ballon est plus dans une zone dangereuse. Après, il peut probablement faire mieux, effectivement. Moi, sur le live, je suis d'accord avec une personne qui dit, ça m'a pas choqué. J'ai pas spécialement, c'est pas cette partie d'action que j'ai revu le plus. Je vais pas mentir. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a eu des bonnes prises honnêtement, dans les airs. En fait, j'ai surtout l'impression d'un gardien qui a pas de bol en ce moment, qui se prend que des buts impossibles à repousser quoi. Bah, la frappe de Akliouche, ça fait poteau rentrant, il est Ah à 10. bah, Voilà, la frappe de Thésée, il y a Hernandez qui dit à Jordan Thésée, bah vas-y, tiens mon grand, tire, t'es à 10 mètres, tu vas te faire plaisir. L'aller, pareil, il se prend deux buts où c'est dur de lui reprocher. Euh, j'ai vraiment l'impression d'un gardien qui a pas de bol quoi, en ce moment. Alors après, bon, la chance, ça se provoque hein, chez les gardiens aussi, hein. On a vu. Mais moi, je lui remets pas les buts qu'on a encaissés sur son dos. Hein. Ça, c'est pas. Et je Ouais. suis pas en train de te faire une propagande sournoise pour Chevalier non plus, hein, certainement Ah pas. Mathieu, hein? Certainement pas. Donc, non, non. Non, non, mais après, pareil, il a fait quelques bonnes sorties et globalement, c'est un gardien qui est assez sobre. C'est juste vraiment sur cette action du premier but, je sais pas, j'ai pas été spécialement convaincu par cette Ouais, je claquette. comprends, je comprends. Je sais pas. Non, non, mais t'as raison. bah après Mais c'est vrai que s'il n'y a pas but derrière, on n'en reparle pas de cette Bien claquette. sûr. Mais voilà, mais bon, Mm. c'est le geste, oui, il n'est pas, je le trouve pas méga convaincant non plus quoi. Ouais, écoutez, c'est effectivement un truc qu'on pourra lui reprocher. Voilà. On me dit juste les relances longues inutiles. Bah oui, mais au bout d'un moment, s'il n'y a plus personne sur le jeu court, bon. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, qu'il subit un peu les événements en ce moment. Là où il avait su un peu les dompter. Je pense notamment la première titularisation PSG Rennes, quand il fait un arrêt extraordinaire sur la frappe de. C'est Rongier, c'est Camara. Vous voyez de quoi je veux dire quand il se détend, qu'il détourne sur le poteau. J'ai un C'est peu. le Paul. Le Paul, oui, t'as raison, Esteban, le magnifique Esteban. Neuf que j'aime beaucoup en plus. Pardon, Esteban. Euh, bah, en ce moment, on a l'impression qu'il n'arrive pas à faire les exploits en fait qu'il pourrait faire, mais enfin, ils sont impossibles à faire pratiquement les exploits. C'est ça qui est un peu frustrant. Donc, j'ai du mal à dire qu'il fait des mauvais matchs, mais j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus de miracles sur sa ligne, quoi. Après, faire des miracles, par définition, c'est pas facile. Voilà. En défense, est-ce que vous voulez évoquer Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno? Les amis, je vous écoute. Blaise, qu'on n'a presque pas entendu depuis le début. Est-ce qu'il y a un défenseur dont tu veux parler, mon ami? Ou pas? Paradoxalement, je vais commencer par, enfin, paradoxalement, c'est rarement par lui qu'on commence, mais je vais commencer par Pacho. D'accord. Pacho parce que, en fait, bah, ce match-là, il a peut-être assez bien montré ce qu'il est cette saison, en tout cas sur ces dernières semaines. C'est-à-dire un joueur quand, bah, il a vraiment son 1 contre 1 et son «match» entre guillemets à jouer, qui je pense il est très très souvent dominant et montre, pourquoi c'est un défenseur de grande qualité. Mais c'est vrai que, bah, dans ce qu'on évoquait aussi au match précédent,
c'est dans le rapport avec ses coéquipiers et notamment ses coéquipiers en défense. Il y a un manque de connexion qui, en fait, pénalise l'ensemble, même si, à, à titre personnel, quand je vais juger son match, je vais juger plutôt satisfaisant malgré les 2 buts encaissés. Et donc, c'est un match où peut-être que lui, en fait, il a aussi besoin d'un coéquipier plus fort. Et donc, que sa performance, en fait, elle est aussi ternie parce que il doit en faire beaucoup. Il doit en faire beaucoup dans cette équipe et c'est un problème. Et sur ce match-là, en fait, on l'a vu parce que même si Monaco a au final pas été dangereux, c'est parce que il y a beaucoup de dézonage, il y a beaucoup de moments où on lui demande, enfin, ou en tout cas lui peut-être prend l'initiative d'être dans une partie du terrain qu'il a peut-être moins l'habitude de connaître dans une défense à 4. Et donc, c'est un match dans l'ensemble, ouais, un petit peu moyen et en tout cas à l'image de ses dernières performances où il est dominant quand c'est son match, mais pour le collectif, c'est un peu moins imposant et un peu moins bon dans l'ensemble. Très bien. Au Mathieu, oui. Moi, sur Pacho, je le mettrais juste à son. Enfin, comment dire? Je lui reprochais les deux actions où il est pas net, c'est-à-dire celle de la première occasion de Monaco et celle du but à la fin. Je pense que c'est deux dégagements où il peut être plus tranchant et tout simplement faire mieux. Après, à la relance, je pense que ça a été quand même un peu plus pénalisant globalement pour le PSG pour le fait de réussir à développer notre jeu. Alors, c'est en général pas un joueur qui est très responsabilisé à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé qu'il prenne un petit peu plus d'initiative ou du moins qu'il porte un peu plus le ballon pour un mi-temps. Force Monaco à sortir un peu sur lui et libérer d'autres joueurs à ses côtés. Je pense que ça a peut-être un peu manqué dans ce match. Après, c'est pas non plus été comment dire, un joueur pénalisant ou qui a offert des ballons de contre à Monaco ou quoi. C'est pas l'objet de mon propos. Mais possiblement que ce type de match où tu es un peu bloqué à la relance, le fait d'avoir voilà, un dépassement de fonction ou un joueur qui va prendre un peu plus d'initiative peut t'aider. Bon, c'est pas son profil, et je lui en fais pas le reproche. Non, Mais c'est je sûr. pense que ça a été quand même assez, bon, c'est un peu dur. Ça a été sans doute bien exploité par Monaco malgré tout sur un match comme hier où, encore une fois, on est très mal sorti de notre premier tiers de terrain sur la première mi-temps. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas par hasard que les équipes adverses le laissent relancer parce que tout le monde sait que c'est peut-être le moins fort de l'équipe à ce niveau-là, hein, bien évidemment. Quand il s'agit de défendre, c'est évidemment le plus fort de l'équipe. Mais bon, il y a un petit côté un peu frustrant de le voir comme ça, ne pas proposer peut-être beaucoup mieux. Alors quand il veut, il peut, hein. On l'a vu faire l'an dernier des trucs assez extraordinaires en termes comment ça s'appelle, de relance, quoi, tout simplement. Donc, bon. Il y a, je comprends un peu toutes les parties, mais c'est vrai il y a un côté vraiment frustrant des fois à le voir ne pas faire plus que ce qu'il pourrait faire, quoi. C'est pas non plus dramatique comme tu dis, Mathieu. Est-ce que vous voulez évoquer encore Pacho, Daryl, t'as un truc à rajouter ou on passe à un autre joueur? Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était. Oui, un petit mot sur Marquinhos ou pas? Euh, Bah, on est un peu obligé, parce que, enfin, en fait, globalement, Marquinhos, son match, c'est un peu malheureusement, le même genre de match que, que ce qu'il a produit précédemment dans la saison. Donc, on le sent un peu en difficulté, notamment sur le plan physique. Là, c'est de plus en plus délicat. Face à un adversaire comme Balogun, je pense que tout le monde avait anticipé que ça allait être un petit peu galère. Donc, il y a malheureusement pas de surprise à ce niveau-là. Si voilà, au niveau de l'attitude, évidemment, il y a toujours, il y a pas grand-chose à lui reprocher, hein. On sentait qu'il avait quand même un peu de mal à me remobiliser ses partenaires. Mais en fait, voilà, son match, lui, il est un peu sauvé par son but, quoi. hmm, Qui est un vrai but, qui est un but ultra important, ouais, et qui arrive dans un timing vraiment idéal, quoi. Parce que
En fait, c'est complètement la bascule du match. Et là, Monaco prend vraiment un double coup sur la tête entre voilà, le carton rouge, plus ce but qui nous permet de repasser devant. Là, c'est une montagne en fait à ce moment-là qui se dresse devant eux pour se qualifier. Et voilà, c'est quelque chose qu'on est quand même obligé d'évoquer parce que ça change absolument tout, quoi. Ouais, non, non, le but vaut très cher, mais bon, derrière, c'est compliqué quand même. Il y a... Je dirais pas que c'est la saison de trop, parce que, bon, Non, voilà, mais la saison prochaine peut-être. ouais, ouais, non, non, là... Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment d'un point de vue athlétique, il y a un déficit qui, en Ligue des Champions, se fait vraiment sentir. Franchement, je me rappelle c'est terrible ce que je veux dire, mais je me rappelle les matchs de Danilo Pereira qui avançait pas, qui arrivait à compenser au placement, tout ça, et qui arrivait à imposer au moins sa puissance. Mais Marquinhos, ça n'a jamais été un joueur puissant, quoi. Il a perdu la vitesse, il a perdu l'explosivité, pas l'exclusivité. Bon, c'est. Enfin, la première mi-temps, Balogun est un bon joueur, hein, attention. Mais la façon dont Balogun l'a dominé dans les duels, c'est pas normal quand même. On parle de Balogun, hein. Enfin, il y a des joueurs plus puissants, plus durs que lui. Qu'est-ce que ça va être contre Joao Pedro dans quelques semaines ou un joueur comme ça qui est quand même beaucoup plus violent, beaucoup plus intense. Ouais, bon, je suis un peu inquiet, on va dire. Il y a des attitudes qui me rassurent pas sur comment dirais-je, sur l'avenir et à court terme du capitaine. Oui, Blaise? Ouais, non, c'était, je partage évidemment, mais sur Balogun, en plus, ce qui est, entre guillemets, le plus problématique pour nous, c'est que, bah, sur la partie un peu plus haute du terrain, je trouve qu'il a plutôt bien résisté, même en première mi-temps, où il a été, certes dominé, mais Balogun, on l'a vu faire des remises parfois, en nous rendant le ballon ou en tous les cas en n'ayant pas la possibilité de se retourner, mais et ça, on l'a vu dès la première fois où ils ont un petit peu, trouvé la profondeur, quand il a dû le suivre, ça a été assez compliqué et ils sont rentrés dans la surface de réparation donc ouais, Marquinhos, je sais que ça tient beaucoup à son physique, que ça se voit, mais est-ce que c'est lui, pour le coup, est-ce qu'on peut se dire que c'est, momentané ou une fin en soi? Je dois avouer que même la saison dernière et on en a suffisamment discuté, il y avait, parfois déjà des choses à redire et peut-être que, bah, en ciblant Zabarny, ça s'avérera, une réussite ou pas. Mais, ouais, il faut sérieusement envisager je pense dans les quelques mois à venir de mettre en tout cas fin à son statut de titulaire dans les très, très grands matchs. En tout cas titulaire, Ouais, obligatoire ouais, par titulaire rapport au niveau des indiscutable. autres. Ouais, bah écoute, on verra, mais c'est vrai que bon, les sensations du moment sont pas excellentes, on va dire. Euh, Petit mot sur Hakimi en vitesse, parce que c'est pas, enfin, son match est inquiétant en première période et plutôt bon en seconde. Mais ouais, ce genre de première mi-temps où il rate tout techniquement, quand même, c'est bon. C'est bien en ce moment, il fait des très très bonnes de seconde mi-temps, pareil, dans l'ensemble, je trouve. Mais s'il pouvait être bon dès le début du match, ça nous arrangerait quand même pas mal, quoi. Commencer à jouer à la mi-temps, bon, il y a un moment, c'est un peu relou, quoi. Ouais, c'est juste ça, je comprends pas pourquoi. Enfin, si, l'usure de l'adversaire fait que d'un coup, il devient beaucoup plus dominant, et parce que lui, il s'use globalement jamais. Mais c'est vrai que la première mi-temps d'Hakimi me gêne un petit peu, quoi. Je ne commenterai pas la banderole totalement inappropriée qui a été déployée. Mais en tout cas, on va espérer que ça reparte de l'avant en termes de physique, surtout dès la première mi-temps. Oui, Blaise, tu voulais rajouter quelque chose? Ou non, c'est bon, on peut avancer. Petit voile pudique sur la bande. Ouais, non, vous connaissez rien à l'affaire. Je comprends que vous vouliez soutenir le joueur, mais bref. Laissez la justice pour une fois faire son travail. Et on verra dans quelques années, le temps que ce soit jugé, ce qu'il en sera. Mathieu, Daryl, Blaise, au milieu du terrain, ou est-ce que vous voulez évoquer Nuno ou non, pas besoin?
Ah non, non. Est-ce que vous voulez évoquer l'entrée de Lucas Hernandez? Parce que ça, on en a peu Oh, parlé. Mais bon, oh, oh, oh. Non, mais là, non mais c'est extraordinaire. cette entrée un peu d'émeutier, là, non, mais déjà, je sais pas s'il avait touché un ballon avant sa faute, Non, non, il a pas où touché la il balle. peut totalement prendre. Ouais, voilà. Parce qu'il faut se rappeler quand même que sa précédente apparition en Ligue des Champions, ça devait être du coup contre Non, Tottenham où il il, avait pris rouge. Ou il alors il rentre. est apparu Je crois qu'il rentre en fin de entre-temps. match. Ah non, contre Newcastle, il doit pas rentrer puisque on fait des changements offensifs pour arracher la victoire. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Il me semble qu'il rentre pas contre Newcastle. On me l'appelle de là, ils m'ont dit Lulu la machette. Non mais le mec, voilà. non, mais attendez, il est rentré en jeu dans un match où l'arbitre avait envoyé un gamin de 20 ans au vestiaire en 3 minutes chrono pour 2 jaunes, dont un, bon, un peu dur, on va dire. Et lui, il arrive avec sa machette dans le slibard. Il fracasse un type au bout de quoi 15 secondes de jeu, quoi, même pas. T'es genre, oh là là, vraiment l'idiot du village, quoi. C'est. C'était quand même important de le relancer avant le match au Camp Nou qui va débuter comme titulaire. Donc ça, il faut passer par là malheureusement. Non, mais il y a la Ligue 1 pour ça. Si en plus il peut faire Non, l'émeutier. mais Mendes est sous le coup d'une suspension. Je sais, je sais. Ouais. Mm. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Nuno sort. Oui, Mais non, c'est pour ça, hein, c'est sûr. bah, je suis pas sûr, moi, hein. Parce qu'il y a un moment, si vous regardez bien, Nuno, il se tient le bras gauche pendant 5-10 minutes, hein, pendant entre la 70e à peu près et 80e, comme s'il était mal retombé sur un tacle. Il a un problème au bras ou au poignet, un des deux. Ah, ça a l'air d'aller mieux au moment où il sort. Mais ouais, non, non, l'entrée du mec avec son King Kong dans son jardin, là, vas-y, c'est plus possible, quoi. C'était- Vraiment, les suspensions s'arrêtent quand, les amis? Enfin, les cartons jaunes sont réinitialisés après les Après quarts de l'écart, finale. donc Donc il y a 4 matchs. Non, ouais. voilà. Non, ça va être long. C'est pour ça que si on avait gagné 4-2 ou 5-2 à l'aller, Nuno il aurait pu prendre un petit jaune à la bien débile de fin de match, genre touche longue, on gagne du temps, où tu peux facilement prendre un carton jaune, spécialité de certains. Voilà. Non, non, là vous pouvez être sûr il va se prendre un carton, que ce soit à l'aller ou au retour en huitième, et donc il manquera un éventuel gros match ensuite. Bon, on n'en est pas là. Mais donc l'entrée d'émeutier de Lucas Hernandez, il fallait en parler parce que bon, cet homme a quand même un des 4 plus gros salaires du club à l'heure actuelle. Bon, formidable. Tout va bien. On ne dit pas sûr qu'on ait le droit à une réinitialisation des cartons. En tout cas, on se le souhaite. Au milieu, est-ce que vous voulez évoquer le match de Vitinha, celui de Warren, celui de Joao? Qui veut évoquer un de nos 3 milieux de terrain? Voyons que ça se bat pas ce soir pour parler des performances individuelles, hein. Oui, Daryl. Ouais, non, mais on va y aller parce que le milieu, c'est un peu la faillite de ce match. Donc, on est malheureusement contraint d'évoquer les prestations individuelles, pardon. Et bon, allez, je vais commencer par Vitinha. Vas-y. Parce que bah là, il est dans une dynamique malheureusement un peu moins positive qu'en première partie de saison où vraiment il rayonnait avec en point d'orgue ce fantastique match contre Tottenham où il a mis un triplé. Là, depuis, bah, on sent qu'au niveau de son état de forme, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui n'est pas surprenant vu le nombre de minutes qu'il a joué. Et là, les adversaires, de plus en plus, vont être le cible. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait que c'est le cœur de cette équipe et qu'en fait, si tu réussis à limiter son influence, tu as déjà fait une grande partie du boulot. Et hier, bah, il a eu vraiment toutes les peines du monde à réussir à réussir à se trouver en position avantageuse et à éclairer le jeu du PSG comme il en a l'habitude désormais. Et, c'est quelque chose qui se prolonge un petit peu dans le temps. Là, ça fait quelque temps qu'on voit ça. Au début, on pensait que c'était juste en Ligue 1. Et bon, voilà, on se disait qu'il jouait un peu à l'économie dans cette compétition, ce qu'on pouvait comprendre. Mais là, maintenant, on le voit en Ligue des Champions. Donc, c'est clairement les signes d'un joueur qui tire la langue. Et d'ailleurs, bon, bah, c'est ce qu'on lit dans les médias. Et donc, ouais, c'est un peu délicat parce que c'est tout le jeu du PSG qui
qui en pâtit. Je ne sais pas si là, en 2 semaines, on peut retrouver un Vitinha plus rayonnant, parce que c'est parmi les joueurs vraiment clés du PSG, lui se situe peut-être tout en haut, quoi. Mm. Euh, En tout cas, c'est le garant du jeu tel qu'il est voulu par Luis Enrique. ouais, Il n'y a pas un Mathieu. peu le même discours après Arsenal, mai dernier, et 2 semaines plus tard. Ouais, peut-être, ouais. Non, non, c'était pas Neves qui était un peu cuit plutôt? Je crois qu'il y avait pas mal de débats autour de Vitinha, notamment parce qu'il y avait la naissance de son deuxième enfant, je crois. Oui, Ah oui, Et, c'est vrai, ouais. oui. genre, certains avaient fait le lien, etc. Bon, et le 31 mai, Bah, c'était une il période avait bien plus fini. courte quand même. Bah, Mais je sais pas, si enfin, il avait fait un très bon match face à l'OM, par exemple. Donc, ça va pas non plus à très longtemps. Après, c'est vrai que bah, le manque de solutions de rechange au milieu, par la force des choses, fait qu'on tire sur la corde. Donc ça, tu le sais. Déjà, on a la chance qu'il soit pas blessé et qu'il soit en mesure de Oui, tenir sa place sur le terrain. C'est déjà, on peut s'estimer chanceux. Pour le coup, lui enchaîne depuis le mois d'août. Euh, Après, bon, il y a peut-être aussi une gestion, hein, une autogestion de la part du joueur sur le plan physique. À voir bah, tu comment il sera penses géré sur les. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je pense en Ligue qu'en des Ligue 1, Champions. en Ligue 1, je pense en tout cas qu'il joue un peu avec le frein à main et en tout cas, il sélectionne plus c'est le moment où il doit jouer avec intensité. Bon, ouais, ils ne sont pas le seul joueur dans l'équipe, hein, et probablement que si tu as plusieurs joueurs dans l'équipe qui sont un peu sur cet état d'esprit-là, bah, on retombe sur le constat collectif qu'on fait. Tu peux pas avoir le même, comment dire, la même symbiose sur le plan collectif et avec, au pressing et intensité, etc. Donc ça, tu peux pas. Si tu as plusieurs joueurs qui sont dans cette gestion-là ou qui sont amoindris physiquement, fatalement, tu peux pas être sur le même standard que l'an dernier. Mais pour revenir à Vitinha, il faudra voir comment il sera géré sur les prochains matchs, du coup. Je m'attends pas à le voir titulaire face au Havre. Probablement que tu peux imaginer voir Doro titulaire ce oula, week-end. ça va le Comment secouer, ça, oula? Dro. Oh là Ah, le là. Havre? Ah, mais le Havre, mon grand, c'est pas une équipe Titulaire à de. l'extérieur, Dro, pour moi, c'est Bah, tôt, hein. Mm. ouais. Ah, le Havre. Alors, Lee Kangin, vous n'allez pas me dire que c'est Ah, tôt pour jouer face non, Oui, à évidemment. Milo Kadek et Sinama Pongol. Lee Kangin, je peux dire que au Havre, en plus, c'est sa cam, lui. Ça c'est bon, ça. Non, c'est bon, ça. Lee, c'est très bien. Dro, le pauvre. Non, non, non. Tu t'envoies pas Alors, j'ai le. peut-être poussé un peu trop loin avec Dro. Voilà. Pardon, je ne Quand. pensais pas que c'était l'orange mécanique qu'on allait affronter. Non, mais Donc, non, mais ils ont des joueurs qui ont une certaine densité physique, le Havre, quand même. Gournadois et tout ça au milieu de terrain, c'est des joueurs qui ont de l'impact. Le pauvre petit Dro, voilà, quoi. Mais vas-y, je t'en prie, finis sur Vitinha. non, Oui. non, vas-y, j'ai fini, j'ai En fini. fait, moi, je trouve qu'il y a dans le match de Vitinha, il y a effectivement le côté physique qu'on peut pas nier. Mais il y a aussi quand même un moment de la saison de Vitinha où chaque fois qu'il est pris en marquage individuel comme ça, je trouve qu'il disparaît un peu trop vite des matchs quand même. Il doit trouver de lui-même des façons de mieux s'exprimer sur du marquage individuel. On a vu à la mi-temps qu'ils ont inversé avec Nuno Mendes, que ça a perturbé Monaco. Et je trouve que Vitinha subit trop le marquage individuel. Quand Kimmich l'avait pris en marquage individuel, c'est pareil, il avait complètement disparu. Et je sais pas, je trouve qu'il est un peu trop passif dans ces cas-là. On dirait qu'il subit le marquage et il arrive pas en fait à se sortir de ça. Il lui manque un peu de Verratti sous pressing. Ouais, non, c'est vrai, Verratti, le pressing, ça lui faisait pas peur, hein. Le marquage individuel, ça lui faisait pas peur du tout. Je pense que Vitinha a pas grand chose à envier à Verratti en termes de conduite de balle, de tout ça, même si Verratti est quelque chose d'assez fou. Et c'est vrai que Vitinha est peut-être moins bon sur les contrôles de balle. Mais je pense il y a aussi des problèmes footballistiques. Il faut pas tout cacher derrière le physique. Il y a des moments où il doit faire plus quand il est sous pression, il doit faire plus quand il est marqué individuellement comme ça. C'est ce dont son équipe a besoin, et je trouve il est trop lent à mettre en place quelque chose de lui-même face à ce genre de contexte collectif que lui oppose l'adversaire en fait. Voilà. Je sais pas, Blaise, si tu es d'accord avec moi, parce que je vois que tu veux en parler. Ouais, non, je sais pas si c'est ce que tu partages en tout cas, mais c'est peu étonnant parce que c'est un joueur assez sécuritaire. Même Mm. quand il conduit le ballon, quand il prend un petit peu le jeu à son compte et il porte le ballon, bah, il fait des choses qu'il a l'habitude de faire. Et
dans ses démarrages d'action, il a des positionnements qu'il aime. Et on a vu et on voit qu'il aime quand même partir un peu de la gauche. Et c'est vrai que dans le marquage individuel, ça facilite aussi le travail des adversaires parce que c'est rarement un joueur qui démarre ses actions dans des zones différentes qu'il a. Même si on l'avait vu sur un des précédents matchs, bah, parfois il a attaqué la profondeur, parfois il se retrouve à, à aller côté droit. Donc c'est un joueur peut-être qui effectivement donne la sensation de subir, mais je pense que c'est parce que même quand il va recevoir le ballon et ses coéquipiers vont tenter de lui faire confiance, en fait le risque tenté, bah, lui il va pas le prendre. C'est un Ouais, petit c'est peu ça possible. comme je le vois. Non, non, tu as raison, c'est effectivement une très bonne analyse. Et sur là, on me disait aussi que c'est peut-être le côté académique qui ressort sous pression. Je pense que oui, effectivement, c'est son caractère profond d'assurer, de pas prendre ce genre de risque. Là où un Verratti est plus une tête brûlée. Et je pense que Neves serait peut-être plus tête brûlée aussi. Joueur moins cadré, plus foufou. Oui, Mathieu? Après, je pense Vitinha, il a une autre façon de sortir de la pression. Il va pas être forcément dans le dribble de dégagement ou ce genre de choses. Par contre, il va être dans le mouvement permanent. C'est-à-dire Ça, c'est il va vrai. être dans une vraie solution à chaque fois pour tous ses partenaires, surtout là, la largeur du terrain. Et à ce niveau-là, bah, c'est souvent difficile pour les adversaires de le cadrer et donc de le marquer. C'est un joueur qui prend beaucoup de liberté à ce niveau-là. Évidemment, on a tous en tête le troisième but face à l'Inter en finale, mais c'est assez, je pense, un bon exemple du type de joueur qu'est Vitinha. C'est-à-dire que le mouvement complet et permanent qu'il peut avoir sur un terrain, et c'est souvent comme ça qu'il se sort de la pression adverse, parce que voilà, les joueurs peuvent pas le cadrer un pour un à chaque niveau sur le terrain et pendant 90 minutes. Donc il arrive toujours à trouver des espaces à ce niveau-là. Mais probablement que dans une équipe aussi où tu as moins de permutations, que voilà, tu as l'absence de Fabian Ruiz, probablement aussi le fait que Neves joue un peu plus à gauche, ça change certains repères. Tout ça fait que forcément l'équipe tourne moins bien et que les joueurs sont pas dans le même confort ou le même comment dire, ouais, confort ou dans les mêmes conditions qui ont fait qu'ils ont pu rayonner l'an dernier. Donc ça aussi, ça sera peut-être à retrouver ou à suivre quand certains joueurs, notamment Fabian Ruiz, vont venir. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on peut pas se cacher derrière le physique tout le temps pour expliquer les performances de Vitinha et qui sont moins bonnes en ce moment. Alors évidemment qu'il y a un côté physique qu'on voit ce qu'il a été en mesure de faire au sommet du foot européen, mais je trouve que le marquage individuel est un point qu'il ne gère pas encore très bien. Et toujours pour relier ça, pour effacer un peu, pour comment dire, je repousser l'excuse du physique sur un autre joueur. Warren fait une première mi-temps qu'on peut dire catastrophique. Et je veux pas entendre parler du physique. Le mec, 3 jours plus tôt, il cavalait comme un lapin contre Metz. Il a fait une première mi-temps stratosphérique. Il s'est pas fatigué en 3 jours. Et c'est là que ça m'énerve un peu, c'est que Warren, aujourd'hui, c'est un joueur qui a 19 ans. Ouais, c'est ça, toujours 19 ans. Il va avoir 20 ans là. Et le problème de Warren, c'est des contextes tactiques. C'est pas juste physique ou pas physique en fait. Et, et sur ce match, je pense qu'il est face à un contexte qu'il doit apprivoiser, où il doit s'améliorer. C'est le contexte de l'équipe adverse en bloc bas, ou de l'équipe adverse qui est très haut et qui lui demande de trouver des solutions sous pression, en fait, et des solutions avec peu d'espace, des solutions dans des espaces comprimés. Aujourd'hui, c'est pas qu'il est spécialement perdu ou pas perdu, en fait. Évidemment qu'il y a des contextes qui l'avantage plus ou moins, mais je pense que le contexte aujourd'hui qui le désavantage le plus, c'est le contexte de l'équipe adverse en bloc bas, où il a pas encore, il fait pas encore peut-être ce qu'il faut, où il sait pas encore être le plus utile possible, à savoir probablement qu'il aurait dû libérer plus Hakimi, qui lui est peut-être un peu plus à l'aise, mais je trouve que euh, c'est un joueur qui a besoin d'apprendre dans ces contextes et c'est pas une question de fatigue en fait, c'est une question de temps et d'espace comme on le dit sur live et je suis totalement d'accord. Il faut être précis tout ça. Il n'est pas très bon techniquement, Warren. Bah, si, quand il joue dans ce PSG là, c'est parce qu'il a le niveau technique. Le problème, c'est peut-être par contre plus il manque du dribble. C'est pas un joueur qui va savoir dribbler très bien. Ça, c'est pas sa force. Ça, Warren se fait rarement prendre quand même sur les contrôles de balle et tout ça. Ça veut dire qu'il a un niveau technique très élevé malgré tout.
Mais c'est vrai que sur ce genre de contexte où les espaces sont comprimés, où il faut peut-être plus faire parler le coup d'œil, il faut peut-être plus faire parler certaines petites qualités qui sont pas assez plus développées naturellement, et bah il est en difficulté. Mais enfin, le mec, 3 jours plus tôt, il joue 90 minutes ouais, peut-être qu'il en a joué que 80, en dominant, mais largement une équipe qui est quand même vachement physique. Je veux pas qu'on me dise 3 jours plus tard, il est pas bon parce qu'il est fatigué. Non, ça n'a pas de sens. Là, il y a des explications footballistiques. Et je pense que sur un match comme ça, où le milieu du terrain est très comprimé, où il y a du marquage 1-1, aujourd'hui, peut-être que Warren est plus à l'aise dans ce genre de contexte comme arrière droit. Et c'est là où peut-être il y a une piste d'amélioration en utilisant Hakimi différemment. Est-ce qu'il ne faut pas justement faire décrocher Warren au poste de Hakimi, et quitte à mettre Hakimi un peu plus haut et mettre, je sais pas, c'est une idée, mais Doué deviendrait relayeur à la place de Warren, par exemple, ou quelque chose. Je sais pas si. Non, je pense pas qu'il est plus à l'aise au numéro 6. Je pense qu'il y a des contextes de jeu qui correspondent aux qualités propres de Warren Zaïre-Emery, et le contexte bloc bas, adversaire, marquage individuel qui va verrouiller totalement l'axe, c'est un contexte compliqué pour lui à cet instant. Comme le contexte marquage individuel n'aide pas le Vitinha, comme je le disais il y a quelques minutes. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a pas encore totalement assimilé ce genre de choses. Et bah Warren est gêné. Il y a des joueurs comme Fabian, par exemple, marquage individuel, vu qu'il a un énorme volume de course, ça lui fait pas peur. Se déplacer sur le terrain, ça lui fait pas peur. Lui, le marquage individuel, c'est pas un souci. Il y a des joueurs, ils vont avoir des soucis. Pareil, il y a des joueurs qui savent très très un Senima Yulu, des petits espaces, il va bien savoir les utiliser parce qu'il sait se glisser dedans, jouer en une touche, tout ça. C'est son jeu. Il y a des moments quand il va falloir faire 70 mètres derrière un mec pour le rattraper balle au pied, bah il en est incapable. Warren, il n'y a aucun souci, il va rattraper le type à la fin, il va lui faire un petit ballon, le ballon, et le ballon il repart. Bah, il y a des contextes de jeu plus ou moins propices, et Warren hier c'était un contexte pas du tout propice où il doit progresser, tout simplement, parce que ça reste un joueur de 19 ans. Oui, Blaise, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé de Warren. Mmh. Non, non, mais pour Warren et aussi peut-être pour d'autres, c'est vrai que ce palier-là, bah, il montre la progression que ce jeune groupe, nous a peut-être caché en gagnant. C'est que, bah, malgré les gros principes tactiques, avant on le répétait souvent quand on perdait, bah, la Ligue des champions, en fait, c'est la compétition aussi des joueurs qui prennent des initiatives, des joueurs courageux et des plus talentueux. Donc effectivement, Warren, c'est quelqu'un avec, beaucoup de qualités, qui peut être catégorisé de crack parce qu'il a des qualités, qui l'amènent à performer dans une équipe comme le Paris Saint-Germain et cela depuis très jeune. Mais effectivement, sur le match d'hier, comparativement à un absent, parce que les absents ont toujours tort, c'est vrai que les courses, même sans ballon, parce qu'en plus, on l'a pas forcément évoqué, mais je trouve qu'il y avait le match s'est parfois joué sur des parties de terrain très très réduites, mais dans le cœur de la domination, entre guillemets «monégasque», je trouvais qu'il y avait quand même assez de distance entre le joueur le plus haut parisien et le joueur le plus bas, ou en tout cas le joueur le plus bas bas monégasque. Donc j'ai quand même l'impression que dans ce match-là, on aurait eu besoin justement de ces courses à vide, et après s'il est servi, quand il est lancé, c'est pas un joueur ridicule, et peut-être que, ouais, tactiquement, il a besoin de sortir, lui aussi peut-être à l'instar, de Vitinha, de ce rôle de très bon élève. À voir. Mathieu, Blaise, pas Blaise, Daryl, vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse de Warren ou pas? Ou on passe à la suite On me dit contre le Sporting, il y avait Ruiz, on a pas dit. Non, mais attendez, Ruiz, c'est pas l'assurance d'avoir les 3 points à chaque fois, hein, mais c'est juste que dans les principes collectifs et dans les caractéristiques propres des joueurs, voilà, il y a aussi des joueurs qui sont plus ou moins adaptés à certains contextes. Et le problème est avant tout physique. Ouais, bon. Je sais pas si se cacher toujours derrière le physique est une solution très viable. Peut-être aussi que l'adversaire t'étudie et te propose des problèmes que tu ne sais pas résoudre, tout simplement. En attaque, puisque on n'a pas grand chose à rajouter, à part si vous voulez parler de Neves, mais j'avoue que personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur son match. Je sais pas, Daryl, Blaise, Mathieu, bon, rien du tout. Devant,
Il a quoi comme problème, Fabien Ruiz? Un coup et 2 mois d'indisponibilité. Non, déjà ça fait un mois. Et il a pris un coup au genou qui il a fait. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez quand il est sorti à Lisbonne, il souffrait énormément. D'ailleurs, moi je pensais qu'il avait une blessure beaucoup plus grave qu'un coup. Il s'avère que c'est juste un coup, mais c'est un coup très douloureux. Il a du mal à s'en débarrasser. Il a à peine repris. Enfin, il a repris l'entraînement individuel dimanche dernier, si je me trompe pas. Mais l'entraînement individuel, c'est pas l'entraînement collectif. Chez Luis Enrique, tu reprends l'entraînement individuel pendant un certain temps. Ensuite, tu passes à la reprise de l'entraînement collectif. Ensuite, tu passes au match. Voilà, il est pas, non, il est absent depuis un mois et quelques. Mais comme on a beaucoup joué, ça donne l'impression qu'il est absent depuis très longtemps. Mais il est pas non plus. Il est pas absent depuis l'absence de Lee après la Coupe du Monde des clubs, par exemple, est plus longue que celle de Fabian après ce coup reçu au genou. Mais c'est vrai que c'est un coup qui fait très mal et qui l'handicape énormément. Alors on verra demain le point médical avant le Havre PSG. Mais si vous voulez, en début de saison, il y a Colomboigny qui a raté un mois et une semaine à cause d'une béquille. Hein. Donc c'est pas le premier. J'ai l'impression que les staffs médicaux sont de plus en plus dans la prévention concernant ce genre de blessures qui paraissent bénignes et qui finalement, des fois, ont des conséquences assez douteuses et assez fâcheuses surtout. On passe aux attaquants, je pense, messieurs. Blaise, Daryl, Mathieu, de qui vous voulez parler en attaque? Est-ce qu'on évoque Barco? Est-ce qu'on évoque le cas de Gvara? Est-ce qu'on évoque le match de Désiré Doué? Bah tiens, on va commencer par Désiré Doué avec une question très simple. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a été élu homme du match? Je vous avouerai Faut bien en choisir un. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Ah non, mais il n'y a pas d'autre raison. non, mais j'avoue que Ah, j'ai pas compris. Donc, on me dit sur live Ah ouais, non, absolument non, pas, bien là. surpris. Ouais, non, j'étais là, genre, bon, pourquoi pas. Il y a toujours quelques gestes spectaculaires quand même qui retiennent l'attention, notamment les démarrages arrêtés qu'il peut faire, où, complètement à l'arrêt, il va réussir à dribbler, passer sur l'extérieur. Donc, je pense que c'était face à Caio Henrique. Bah, ça donne, il y a une fois où ça a été contré ensuite, ça prend retrait. Et la deuxième fois, bah, ça donne le but de Marquinhos. Donc, Ouais, c'est ça. sans dire que ça vaut le titre d'homme du match, probablement qu'il y avait assez peu de candidats pour le récupérer côté PSG, donc ils l'ont donné à Doué. Bon, ça peut arriver. Hein. Vitinha en a gratté un ou deux aussi Oui, sur c'est son vrai. nom, plus que sa performance. Bon, c'est l'UEFA. Hein. On sait que c'est ce type de récompense, donc faut pas y attacher trop d'importance. D'accord. Merci Mathieu de me rappeler qu'à mon vieil âge, faut que j'arrête de m'interroger sur des trucs aussi stupides. Sur le match de Doué, qu'est-ce que vous voulez en dire dans l'axe, donc, pour une des premières fois de la saison après le match aller. C'est moi les bruits que vous entendez de transfert, c'est François qui m'envoie le reste des photos pour que je puisse illustrer le podcast. Donc je suis désolé pour les 3-4 bruits que vous avez entendus. Daryl, Mathieu, ouais Mathieu, sur le match de Douai, t'en as pensé D'ailleurs, quoi? en parlant de François, tu as mis pour illustrer le débat, la discussion, une photo d'un geste qui avait bien raté. Où Ah il pouvait bah trouver, je pense que c'était Gvara au deuxième poteau, c'était Gvara qui était tout seul. ouais, qui était seul. Et, ouais, après, c'est un geste qui peut se tenter, mais c'est vrai qu'il le rate complet et ça va directement sur Ouais, non, l'extérieur, le ouais, centre extérieur, depuis non, l'extérieur, mais depuis côté d'ailleurs, gauche. ce qui est marrant, c'est qu'au match aller, il a fait une démonstration de centre depuis le côté gauche. Là, c'était dégueulasse. Vraiment. Alors, il met le centre du 1-1 à Marquinhos, mais ce centre de l'extérieur là, c'est pour ça tout à l'heure quand je parle je mets pas le match dans les inquiétants parce que t'as un déchet technique que Doué représente très bien. En première mi-temps, il a tenté des trucs, il a raté des trucs. Et là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Surtout que c'est quand même un joueur qui est pas loin d'être ambidextre. Là, il joue pour le geste, quoi. Je suis désolé. S'il s'applique, il met passe intérieur pied gauche, deuxième poteau. Gvara a plus qu'à envoyer la balle au fond. Il y a 1-0. L'éliminatoire, elle est pliée. Et aujourd'hui, on fait pas le même podcast. Alors, c'est pas que j'aime pas faire ce podcast. Hein. Loin de là, je suis très content d'être avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi des moments où le PSG doit jouer avec les idées claires. Et là, ça en fait pas partie, quoi. C'est pas si loin non plus. Ouais, à 10 mètres près, c'est dans les pieds de Gvara, quoi. Vraiment. Même Philippe Keun a chopé la balle, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qui lui est passé? Bon. Gvara, faut courir. Ouais, Gvara, honnêtement, il est en Ligue des Champions, il court, Gvara. En Ligue 1, je dis pas, hein, mais en Ligue des Champions, il court. Bon, Daryl, le match de Douai, est-ce qu'il t'a tendu? Oui, bah,
Non, 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 non. Alors pour le coup, il m'a pas tendu. C'est un match avec du bon et du moins bon, quoi. Mais je l'ai pas trouvé. Là où les moments où il tend, c'est quand vraiment il passe son temps à faire à prendre des mauvaises décisions. En fait, là, bon, il y a évidemment cet extérieur qui est raté, mais c'est pas le symbole de sa rencontre, quoi. Il a tenté, comme on attend de toute façon de la part d'un joueur de ce profil, avec plus ou moins de réussite. Et c'est quand même sur une de ces tentatives de dribble qu'on marque le but qui change la phase de la rencontre. Donc, euh, c'est un match mi-figue, mi-raisin, je dirais, qui est évidemment très en deçà de son entrée tonitruante de l'aller, mais où, au moins, voilà, il a été entreprenant et il a su faire la différence à un moment clé. Oui. Non, c'est vrai qu'il Donc c'est fait. insuffisant. On attend plus que ça de lui, mais voilà, c'est déjà c'est pas l'offensif qui a été le plus décevant sur la rencontre, quoi. Je te rejoins. Mathieu, Blaise, vous avez un truc à rajouter sur Désiré ou pas d'ailleurs? C'est qui, tiens d'ailleurs, question pour toi, Daryl, c'est qui le plus décisif, le plus décevant, pardon? C'est plutôt Barcola, non? Ouais, plutôt. Je sais pas, Ouais, hein. Écoutez, ouais, non, pour non moi mais c'est plutôt Barcola. Ouais. je vais pas vous Entre les mentir. deux ou entre les trois? Entre les trois, tu dis ce que tu veux, Blaise. Non, Barcola, j'ai pas envie de le mettre décevant parce qu'il a quand même tenté. Après que Vara, en dehors des circonstances, c'est quand même la première mi-temps, c'est waouh, c'est il a très peu fait avancer le ballon. Même quand il avait des situations de 1 contre 1, il était pas très inspiré. Ouais, non, Kvara, j'ai pas trop la première mi-temps, en termes de déception, celle-ci, elle est forte, hein, parce que sur la ligne d'attaque, on l'oublie, peut-être trop souvent parce qu'effectivement, c'est un joueur actif, c'est un joueur en plus quand il met des buts, il fait pas semblant, il a toujours des gestes particuliers. Mais pour un joueur installé dans l'équipe, qui s'entend bien avec tout le monde, j'ai l'impression, j'attendais quand même que pour ce PSG-là, un transfert à 70 millions, c'est quand même un transfert où on attend d'un joueur qui soit limite le leader offensif. C'est marrant parce que sur le live, il y a des gens qui sont d'accord avec toi et pour moi, je vais pas vous mentir, bon, j'ai regardé le match, ma connexion internet avait des problèmes donc j'ai vraiment galéré à regarder le match. Mais au moment de faire les notes, pour moi, Guevara était le moins mauvais peut-être des trois offensifs. Barcola était assez clairement le pire. Et Doué avait fait du Doué sinusoïdal, comme, comme j'aime le dire des fois. Et j'ouvre, donc je fais mes notes, je balance sur suite, tout ça. Euh, et j'ouvre l'équipe en fin de soirée parce que je voulais vérifier un truc sur comment ils avaient vu Pacho par rapport à moi. Et je vois Barcola a été le meilleur offensif parisien, ou je sais plus la tournure de phrase, mais un truc un peu comme ça. Et j'ai l'impression que sur le live, entre nous, on a pareil la même différence de perception. Moi j'ai l'impression que Barcola il a fait une barre transversale et rien à part ça. Genre le vide. Oui. Voilà. En fait, Barcola, c'est le meilleur dans le vide de la première mi-temps, quoi, si on veut. Ouais, mais Voilà. ça doit être En ça, ouais. fait, c'est le seul qui se Après, procure une occasion voilà, mais oui, qui mais n'est on juge le malheureusement pas vide. converti. On juge le Pardon? vide. On juge le vide. Oui, Et même au-delà de ça, je trouve que c'est un des rares. Il n'a pas été inspiré forcément au moment de faire le geste juste quand il était dans un contre un ou qu'il avait même peut-être un petit peu passé. Mais il y a eu quand même des tentatives en première mi-temps qui auraient pu mériter un meilleur sort au-delà de sa réussite ou de son, comment dirais-je, son déchet technique. Donc, ouais, je trouve que dans le jugement, bah, Barcola, il y a peut-être, je parle pas forcément de vous, hein, mais il y a peut-être ce prisme un peu bouc émissaire, entre guillemets, en Ligue des Champions parce que il a pas marqué depuis plus d'un an. Mais, je trouve que, ouais, dans la déception, si on devait juger sur les trois, je pense que Gvara il passe avant et je suis assez d'accord avec le fait que
Doué, il y a eu sa passe, il y a eu effectivement des très beaux gestes. Et dans son match, je trouve qu'il a fait du Doué qui joue sur le côté, donc pas forcément surpris de la production. Mais oui, Barcola, je le mettrais peut-être dans le meilleur des trois. D'accord, ok, bah c'est marrant. Alors que moi, pour le coup, je trouve qu'on était une équipe qui manquait de vie et qui manquait de tout hier soir. Et quelque part, Kvara, il a tenté de faire bouger des choses. Alors, il y a du déchet, mais je trouve qu'il tente de faire bouger des choses là où Barcola me donne l'impression de subir totalement la domination de Monaco, quoi. Bon, c'est bon, enfin, c'est juste un ressenti, hein. C'est là où on se rend compte, c'est bien de. Moi, quand j'ai revu le match, en fait, cette sensation-là, je l'ai un peu parce que c'est la première mi-temps où Barcola il est un peu plus actif, et après quand il est repositionné et que l'équipe elle est plus haute, oui, quand tu trouves de plus en plus ce Kvara, c'est un joueur qui va combiner, c'est un joueur qui est électrisant même dans sa conduite de balle, donc il ressort dans la bonne période parisienne. Mais si je dois juger globalement, et même un petit peu dans son positionnement dans l'axe, même s'il n'a pas forcément été trouvé là où l'équipe en avait le plus besoin, j'ai pas trouvé Barcola inférieur aux deux autres. Très bien. Eh bien, écoutez, on aura tous une idée en tête que c'était quand même assez moyen dans l'ensemble malgré tout. Voilà. Oui, ça, je pense qu'on peut s'accorder sur ça. Ouais. Mathieu n'a rien dit. Mathieu est en train de de réfléchir à ce qu'il va pouvoir dire sur l'entrée du Kang. Je ne sais pas. De Ramos. Ah, l'entrée de Gonzalo Ramos. Il faut savoir que Gonzalo Ramos est même pas resté à la fin pour célébrer la qualif, hein. Il est rentré 2 minutes, il a fait son match, il a raté son contrôle, il est reparti au vestiaire, quoi. Pas content le Gonze. Donc on nous dit parlons de son contrôle, s'il vous plaît. Alors je dois admettre que j'ai raté le contrôle hollywoodien visiblement de Gonzalo Ramos. Est-ce que vous pouvez me raconter, messieurs? Parce que ça c'est le genre de choses que j'aime. Classique, un ballon en pivot, un ballon qui part à 2 mètres. Donc, les ballons rendus. Ah, bah voilà, ça me parle. Ça c'est le Ramos que j'aime. On nous dit son contrôle, la réaction des joueurs. Ah, visiblement, les autres se sont moqués un peu. C'est sûr que j'ai vu Dro Fernandez placer des feintes de corps en 3 minutes. Je suis pas sûr que Gonzalo Ramos a fait la même exhibition technique sur le même laps de temps, mais bon, c'est autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a un commentaire sur live en disant que ça doit être dur pour Ramos mentalement, ça c'est évident. Ouais. Et c'est aussi pour ça que en général, les remplaçants dans une équipe restent pas, s'éternisent pas, quoi. Au moment où il y a une rotation, et les joueurs qui sont remplaçants dans 2-3 saisons, ils finissent par partir ailleurs et ils sont remplacés par d'autres joueurs. Parce que bon, tu es censé être, c'est logique et c'est humain. Je pense que tu lâches un peu. Et probablement que Ramos, alors, on peut pas dire qu'il est complètement lâché parce que cette saison, il a quand même marqué des buts importants et jusqu'à peu, il était même le meilleur buteur du club, toute compétition confondue. Ouais. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est sans doute la saison où il est le plus en difficulté depuis son arrivée. Ouais, c'est bon. On sait, en fait, c'est terrible, c'est qu'on le connaît tellement qu'on sait déjà pratiquement avant un match ce qu'il va faire. À voir maintenant s'il peut sortir de cette un peu spirale dans laquelle il est depuis quand même un certain temps. Donc il devrait quand même jouer face au Havre. À part si voilà, c'est une marche trop élevée pour lui et on doit mettre les 11 titulaires pour toi, Philo, samedi. Ah non, non, au contraire. Non, quand tu joues comme ça à 3 jours d'écart, il faut mettre de la fraîcheur. Je veux voir du lit, je veux voir. Bon, Kvara de mémoire avait pas joué le match avant, mais en même temps, Kvara un samedi au Havre, c'est même pas qu'il va. Est-ce que tu vas voir Mbaye Je pense je pense qu'on verra du Mbaye, ouais. Je serais pas surpris qu'on ait le trio remplaçant habituel, Barcola, Ramos, Mbaye, avec un des autres qui rentre en renfort à la toute fin pour sauver tout ça. Peut-être. Là, il va y en avoir besoin. Non, mais peut-être qu'on aura du Désiré Doué parce qu'il a quand même joué qu'une mi-temps contre Metz. Faut prendre le pack complet Monaco, Metz, Monaco, Le Havre pour avoir un peu tout ce qui s'est fait quand même. Donc on a une semaine après avant le match suivant. Exactement, ouais. Je serais pas surpris que Warren ne joue pas puisqu'il a quand même beaucoup joué dernièrement quand même. Est-ce que Vitinha va jouer? Je suis pas certain. Donc faudra voir. Neves avait pas joué contre Metz ou il avait joué contre Metz Neves? Non, il avait pas joué aussi. Ah, je sais plus.
Non, je crois qu'il rentre pas, Neves, ou il rentre à peine, ou il rentre 20 minutes, donc je pense qu'il va jouer. Il Donc, rentre bon. avec lui. Bon, voilà. Messieurs, on en est 1h45, je pense qu'on a largement fait le tour de ce PSG Tottenham. Il faut qu'on parle du tirage au sort. Qui souhaitez-vous jouer en huitième de finale? Est-ce que vous préférez jouer? Il revient quand Ruiz par pied? Je pense qu'il reviendra pour le PSG Monaco du 6 mars. Ce week-end, je pense que ça va être trop court. Plutôt Chelsea ou plutôt Barça? Sur le live, j'ai un Barça, deux Chelsea. Chelsea pour la revanche. Qui veut se lancer de votre côté? Blaise, Daryl, Mathieu. Qui veut y aller? Allez, Daryl, c'est parti, c'est pour toi. Barça, mets-toi sur le live. Vas-y, Ouais, Daryl. moi, plutôt Barça. J'attendais, alors en début de saison, moi, j'attendais Chelsea, évidemment, de pied ferme, et notamment en phase à l'élimination directe pour mettre un peu les points sur les i, mais là, je pense qu'il serait préférable d'éviter une équipe de première ligue, aussi longtemps que possible. Très bien. Parce que vu l'état physique, je pense que le Barça, voilà, c'est une équipe qui, en fait, contre laquelle tu auras toujours en fait ta chance, t'auras toujours des occasions de par leur parti pris et je pense que c'est une équipe moins armée pour nous faire souffrir sur le plan physique. Blaise. Non, pas de. Oui, faut que tu parles. Oui, j'avais du mal à désactiver le micro. Moi, je dois avouer que le Barça et ce que Daryl a pu dire, effectivement, je partage son avis et le Barça, en fait, ils ont ce qu'il y a d'important peut-être en Ligue des Champions pour ses adversaires, c'est qu'ils laissent toujours en vie l'équipe adverse. Donc oui, le Barça effectivement peut paraître, et je dis bien peut, euh, être comme une option et paraître l'équipe la plus à même de nous permettre de poursuivre l'aventure. Mais je dirais Chelsea parce que déjà, oui, Barcelone, on les a plusieurs fois affrontés et même le coach a dit que pour lui, c'était souvent les matchs les plus compliqués. Donc, peut-être que Chelsea est un adversaire qui peut nous sortir, mais j'ai envie de voir ça et ouais, rejouer Barcelone. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir. Très bien. Mathieu, ton avis? Moi, je pense qu'à Tottenham ou Galatasaray en quart de finale. Donc, je pense qu'on peut les sauter directement les huitièmes et passer directement au quart. Ah là là, bon, donc Mathieu ne répondra pas. Mathieu, c'est Luis Ouais, Enrique. Mais ce que Mathieu dit, logiquement. Oui. non, j'allais juste dire ce que tu dis, c'est marrant parce que je l'ai évoqué hier rapidement sur le forum. Moi, j'avoue que je sens que le huitième sera dur, mais si tu passes, on est reparti pour quelque chose de peut-être intéressant. Attention, parce que là, on se projette un peu sur le Fais Tottenham. confiance aux champions, Si, faut faire confiance aux si c'est Li- champions. si c'est Liverpool, c'est déjà un peu une autre histoire. Ah, mais on va pas prendre un but d'étiquette quand même. Attends, Non, mais Daryl, dans ce que beaucoup de personnes, peut-être comment dirais-je, les anciens joueurs, notamment à l'étranger, disent, c'est que en fait ce PSG-là et les qualités mentales qui en ressortent, c'est vraiment pas quelque chose à négliger en Ligue des Champions et sur un Ah, match ça c'est sûr. aller-retour. Donc Ah mais je suis moi, d'accord. Ce je dois sera dire compliqué que pour. oui, le huitième sera dur, Liverpool, Tottenham, ou en tous les cas, pour ce qui nous attend, Barcelone ou Chelsea. Mais jouer un aller-retour avec la gestion du score, avec même un retour, on le voit là, un retour à domicile, c'est jamais facile. Si l'Atalanta l'a fait, si Galatasaray enfin si la Juve, pardon, a failli le faire dans le temps réglementaire, c'est aussi que même en menant largement, même en accueillant une équipe, supposée plus forte, l'expérience, le talent individuel peut faire la différence même quand on est un peu moins bien. Ouais. Étant donné que Mathieu ne nous dira donc jamais ce qu'il préfère entre Barça et Chelsea, je me permets de donner mon avis. Ah oui, parce que demain, il y aura le tirage et on trouvera forcément une raison d'être optimiste après le tirage. Donc, Ah non, bon, non. faut pas non plus. Comment ça, non? Bah, T'as une équipe que tu veux absolument pas affronter?
Ouais, j'ai pas du tout envie de jouer Chelsea actuellement. Si, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'au début de la saison, tu me dis tu préfères jouer Chelsea ou le Barça, je t'aurais dit je préfère jouer Chelsea. Mais dans notre état actuel, je préfère jouer le Barça pour deux raisons. Bah déjà, Chelsea-Barça, Chelsea leur a cassé la gueule, hein, ils ont mis 3-0 je crois, et puis il n'y a pas eu photo. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, dans l'équipe qu'on est, ce qu'on n'aime pas, c'est affronter des blocs bas. Chelsea, c'est un club très pragmatique, c'est une équipe très pragmatique. Bon, même si avec Rosenior, on sait jamais, mais ils sont C'est moins vrai. Hein. Ouais, c'est moins vrai. Ouais, c'est vrai que lui, hein, il se prend pour un grand tacticien, donc c'est moins vrai. Mais Chelsea, je les vois bien poser un bus au parc, genre 5-4-1, ils en sont capables. Hein. Vraiment, ils en sont capables, ça leur fait pas peur. Jouer 90 minutes en apnée, marquer à l'arrache un peu, puis tu vas là-bas au bridge et tu te fais un peu carotte, ils vont mettre la pression, tout ça, à l'arbitrage. J'aime pas trop ça. Après, je préfère qu'on ait le retour à l'extérieur qu'à domicile. Je vous dis honnêtement, je suis un peu particulier. Moi, cette équipe me paraît plus concentrée à l'extérieur qu'à domicile. Euh, et Barça a plus de talent, c'est évident. Déjà, rien qui a mal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais défensivement, ils ont quand même des grosses lacunes. Chelsea, en fait, c'est juste qu'ils vont être durs à jouer au milieu de terrain. Caicedo, c'est dur. Romeo Laiva, c'est dur. Enzo Fernandez, c'est dur. Ils ont de la taille pour les Lavia, coups. Ouais, il sera blessé, Lavia. ouais, mais bon, on sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe pareil qui est forte sur coup de pied arrêté, c'est une équipe qui est forte dans les airs, tout ça, c'est des équipes qu'on n'aime pas jouer. Devant, j'ai un peu peur qu'on tombe, enfin pas devant, devant ils ont de quoi nous faire mal. On l'a vu au final à la Coupe du Monde des clubs. Et j'ai un peu peur qu'on tombe dans le piège de la vengeance, où tu essayes de te venger et tu joues pas vraiment quoi. Donc Chelsea, évidemment qu'ils ont des moins bons joueurs, même si Estevao est un joueur que j'aurais adoré avoir au PSG. Mais je trouve que c'est un tirage beaucoup plus piège en fait. Barcelone, tu sais à que ce que tu vas avoir en fait. Chelsea, t'es dans une inconnue. Voilà. Tu sais pas trop ce qu'ils vont te proposer. Tu sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Et le retour, j'ai moins peur d'aller à Barcelone que d'aller à Stamford Bridge. Voilà. Et pas seulement parce qu'il y a des royalistes partout là-bas. Vraiment, non. Je suis aujourd'hui plutôt Barça, même si je pense que dans le fond, c'est une équipe qui a plus de potentiel que ce Chelsea-là. Voilà un peu où j'en suis. Mathieu, non, toujours pas. Non, ben après, oui, non, t'as bien résumé. C'est difficile de savoir exactement plus où Chelsea en est, puisque Ouais, malgré tout, le changement d'entraîneur est assez récent. Le Barça reste sur des prestations un peu sinusoïdales, pour prendre ton mot. ah ouais, totalement le Les Barça. Ouais. 4-0 qui sont pris face à Atletico, c'est quand même quelque chose de très marquant, en une mi-temps en plus. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas banal. On verra s'ils arrivent à remonter sur le match retour, mais bon, c'est des équipes qui peuvent, enfin, c'est une équipe qui peut complètement passer au travers et des largesses défensives qui peuvent être exploitées par le PSG. Après, Chelsea, oui, faudra voir. C'est vrai que sur le papier, je pense que si Maresca était toujours là, Ouais, pareil. j'aurais vraiment craint Chelsea Oui. parce que sur deux matchs, je pense qu'ils peuvent sortir n'importe qui et donc nous compris. L'inexpérience de Rosenior à ce stade de la compétition et dans cette compétition, puisque je pense qu'il n'a jamais joué ni comme entraîneur ni même Non, comme joueur. non, je te confirme. Donc c'est quand même, ça peut être aussi un point qui peut jouer en ta faveur. Hein. On a vu aussi, y compris l'an dernier, hein, je pense que Arne Slot, à un moment, ça s'est peut-être un peu vu qu'il débutait dans cette compétition aussi. Donc qu'il avait aussi un historique dans les Coupes d'Europe, pas forcément très favorable sur les matchs vraiment très importants et à fort enjeu, puisqu'il avait Ouais, perdu une finale face à Mourinho à Roma. ouais, Donc voilà, à voir si c'est à voir demain. Mais c'est vrai que ça arrive vite en plus. ouais, très Donc vite. il faudra être prêt, mais c'est deux équipes qu'on connaît bien. Donc à voir. Juste pour préciser, dans 2 semaines, on aura déjà joué l'aller. Hein. Et dans 3 semaines, le match retour, c'est bouclé. Hein. Les gars, faut pas m'abandonner sur le site. Hein. Faut continuer à venir après le 18 mars, même si ça se passe mal. Hein. Faut pas me lâcher. Hein. Non, mais plus sérieusement, oui. Il y a un truc. Hansi Flick est quand même peut-être un entraîneur un peu plus abouti. Même s'il est jusqu'au boutiste sur certains points, ce fameux hors-jeu que certains voient suicidaire et qui est sa marque de fabrique. C'est quand même un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, Hansi Flick, qui a fait des choses. Hein.
Guillaume Rosenior, bon, on n'est pas non plus au même Rosenior, niveau. il a son bilan face à Paris, ou face à Enrique en tout cas. Il est bon, C'est hein. une victoire, une défaite, un match nul, c'est ça? Ouais, c'est ça. On perd Mm. chez eux. Mais d'ailleurs, quand on perd à Strasbourg l'an dernier, on fait plutôt un bon match. Le 3-3 chez nous, pour le coup, le match nul, c'est pas du tout un bon match. Voilà. Donc, il y a à boire et à manger. Mais c'est vrai que le PSG a rarement joué avec son équipe type contre Strasbourg. Même je crois qu'on n'a jamais vu le PSG avec son équipe type. Parce que justement, c'était un. Tu l'auras pas non plus dans 2 semaines, hein, je Comme pense. toujours, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, ça- voilà, on a déjà toujours joué avec des joueurs très alternatifs. Là, vous ah regardez ouais, la compo qu'on avait mis contre le 3, lors du 3-3 contre Strasbourg. Il y a il est du, pas très international. ouais, c'est ça. Il y a du Beraldo, du Zabarni, du Chevalier. Il y avait Ramos en pointe, si je me trompe pas, puisqu'il met le penalty. Je me demande s'il n'y avait pas Mbaye aussi. Enfin, attention, hein, c'était un peu n'importe quoi des deux côtés. Omar me signale que Rosenior aussi jouait avec son équipe B. Mais est-ce que l'équipe B de Strasbourg est la C de Chelsea ou pas? On n'est plus trop sûr. Et Mayulu arrière droit aussi, j'avais oublié. Donc voilà. Mais qui avait marqué d'ailleurs, Oui, Mayulu. Mayulu avait mis Mayulu a marqué 2 buts en Ligue 1 cette saison, les 2 contre Strasbourg. Donc il a marqué à l'aller et marqué au retour. Tiens, Neymar vient de marquer au Brésil et il a fait la célébration de Vinicius. Je vous donne des nouvelles un peu d'un célèbre ancien. On a fait le tour, je pense, sur ce PSG Monaco. On a fait le tour sur le tirage. Donc demain midi, pour ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, vous inquiétez pas, je vous prépare. Je serai en train de faire le live sur le site, possiblement avec un gamin dans les pattes, mais vous inquiétez pas, ça sera très réactif parce que je mets toutes les chaînes de télé en parallèle et je prends ensuite celle qui est le plus en avance au moment où Giorgio Marchetti apporte les boules. Et donc ce sera à fond les ballons. Allez, merci à tous pour votre fidélité. Attendez, est-ce que j'ai pas oublié? Merci à Tara pour le sub en cours d'émission. On se retrouve lundi soir pour le débrief extraordinaire de Le Havre PSG. Mathieu va découvrir que le frère de Lloris joue au Havre. Voilà, c'est bien. Et Gauthier Lloris joue au Havre, Mathieu, je te confirme. Titulaire en défense centrale, axe gauche. On fera aussi une large page, évidemment, sur le tirage au sort. Et puis ensuite, on se tournera vers d'autres choses. Allez, bisous à tous. Merci encore pour votre fidélité. Et à très vite. Ciao, ciao. Et oui, le frère Zagadou joue au Havre aussi, c'est vrai. On peut dire au revoir là, c'est bon, j'ai fait dévier. Et le grand Ciao tout Lionel le monde. Messi, Philo. Et le grand Lionel Mpassi, effectivement, formé au Paris Saint-Germain. Allez, bisous, bonne nuit tout le monde. Ciao, Ciao. bonne nuit. Ciao, bonne nuit, bisous. Et vive l'open source. Et Omar vous embrasse aussi. Il se terre, mais il est là.